Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode spécial de la Brigade, spécial été, épisode estival. On s'est dit, il y a trop de choses qui se passent en ce moment pour ne pas faire un épisode et faire une petite analyse de tout ça. Donc, en compagnie aujourd'hui de Zachary Mercier, journaliste au quotidien Le Droit, Pascal Villeneuve, J.P. Fortin, Stuart Sabourin et moi-même, Jean-Philippe Forgue. Messieurs, comment ça va? Ça va bien, tout arrive, tout se passe. Yes. Tout arrive, tout se passe, ça résume bien. Zachary, comment va ton été? Écoute, ça roule en masse. J'ai eu la chance de prendre quelques semaines de congé. Je suis allé faire une petite tournée dans les Maritimes, donc visiter un peu les grandes villes des Maritimes, puis aller jouer au golf en plus. Écoute, un voyage magnifique, 4500 km en à peu près un peu moins de 2 semaines. Donc, écoute, ma Prius, elle en a vu du millage, mais c'est parfait comme ça. Puis là, de retour depuis une semaine et demie, là. Puis disons que depuis une semaine et demie, les sénateurs m'ont tenu aller pas à peu près. Ben, c'est ça exactement. Les messieurs, Pascal, JP, Stu, vos étés, comment ça se passe? Ben, écoute... problème de douche aujourd'hui. Problème de douche. Beaucoup. Concentré aussi sur l'euro, messieurs, de mes origines portugaises. Fait que des moments très anxieux là, dans les dernières semaines. Mais ça va encore. Et puis, l'entraînement aussi pour le marathon, là. Tu fais courir tout le temps. On ne sait pas après quoi, mais tu cours tout le temps. Non? Moi non plus, Pascal, je me pose la même question à chaque fois que je vais courir. Ouais, je me pose la même question que toi. Pour ma part, moi j'ai la chance avec mon travail de partir en vacances assez tôt. Fait que depuis le 7 juin que je suis en vacances. Tu travailles pour les sénateurs? Oui, c'est ça. OK. Puis pour l'instant, c'est des petites jobines à la maison. Là, on part un petit voyage la semaine prochaine. Sinon, c'est le FEC qui s'en vient aussi, le Festival d'été de Québec. Un événement qu'on ne peut manquer. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Toi, Pascal, t'es en tournée dans toutes les stations de radio du Québec de ce temps-ci? Ça a de l'air, là. On te voit sur 104.7, c'est un peu plus tôt cette semaine au BPM Sport. Oui, tu vas prendre la relève vendredi aussi à BPM Sport. Non, regarde. Exact. Je sais pas de quoi je vais parler à soir. J'ai l'impression que j'ai tout dit. J'ai l'impression que j'ai déjà parlé de tout. Fait que moi, vous laissez aller, puis je vous écoute. Ouais, c'est ça. Prends congé, Pascal. Ouais. Ah ouais, monsieur, JP Fortin, tu nous as préparé un petit résumé de tout ce qui s'est passé depuis le 23 avril dernier. 23 avril, c'était le moment où on a enregistré notre dernier épisode de la saison dernière. Puis après ça, on va essayer de faire du sens avec tout ce qui s'est passé dans les derniers jours, dans les dernières semaines. On a eu des signatures, on a eu des transactions, on a eu un repêchage. Un peu avant ça, on a eu un nouvel entraîneur, une nouvelle équipe d'entraîneurs. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées. JP Fortin, à toi l'honneur. Puis le défi, c'est de trouver tout ce qu'on avait oublié quand JP va y aller. Va les passer un par un. Après, on va faire « Ah oui, c'est vrai, c'est arrivé ça. Ah oui, ça aussi. » Peut-être que je n'ai oublié, là. Peut-être que Zach va pouvoir compléter parce qu'il est plus en connaissance de cause de tous les détails dans l'organisation des Sens, mais j'ai vraiment fait le topo là, depuis le 23 avril le dernier, dans le dernier épisode. Donc, ça a commencé le 7 mai. On a embauché, je l'ai mis ça au pluriel, mais ça ne concerne pas partout pour moi. Donc, les Sens ont engagé Travis Green comme entraîneur-chef de l'organisation. Le 21 mai, je parle encore au on. Les sénateurs ont embauché Rob DiMaio à titre de directeur du personnel, plus un poste au recrutement. Le 2 juin, l'espoir des Sens, Jorian Donovan, gagne la Coupe Memorial. Le 4 juin, Travis Green complète son staff d'entraîneur avec Nolan Baumgartner et Mike Yeo, et on confirme le retour de Alfie aussi derrière le banc. Le 12 juin, Angus Cruikshank signe une extension de contrat de 1 an à 2 volets. Le 12 juin, la même journée, les Sens organisent un genre d'événement là, pour les détenteurs de billets avec un superbe invité en Zach McEwen. Le 14 juin, Cole Reinhardt signe un contrat de 1 an à 2 volets. 15 juin, on extensionne le contrat de David Bell à titre d'entraîneur-chef des Sénateurs de Belleville. Le 18 juin, notre ami de la brigade, Max Guénette, signe une prolongation de contrat de 1 an à 2 volets aussi. 20 juin, Martin Mantimpalo, 1 an à 2 volets. 21 juin, Jamison Reese, 1 an à 2 volets. 24 juin, la grosse transaction de l'été pour l'instant. Linus Ullmark débarque à Ottawa contre le 25e choix au total. Mark Kastelik et Jonas Korpisalo, et on retient 25% de son salaire. 25 juin, Wyatt Bongiovanni
a signé un contrat de 1 an à 2 volets. 27 juin, Matthew Highmore, 1 an à 2 volets aussi. Le 28 juin, Carter Yakinchuk devient le premier choix au repêchage des Sens. Je tourne la page. Le 30 juin, les Sens annoncent leur camp d'entraînement, le camp de développement des recrues qui se déroulera, il est présentement en cours du 2 au 5 juillet. 1er juillet, Jacob Chikrin déménage à Washington contre Nick Jensen et un choix de 3e ronde. David Perron signe un contrat de 2 ans, 4 millions par année. Noah Gregor, 1 an, 850 000 par année. Mike Amadio, 3 ans, 2,6 millions par année. Garrett Pillon revient dans l'organisation avec un contrat de 2 ans à 2 volets. Jeremy Davis signe un contrat de 1 an à 2 volets. Aussi, le 1er juillet, les Sens annoncent leur premier match local contre les champions de la Coupe Stanley qui se déroulera le 10 octobre prochain. 2 juillet, signature de Philip Ross, 1 an à 2 volets. Signature de Aiden Hodgson, 1 an à 2 volets. On dévoile le calendrier pour la saison 2024-2025. On signe Adam Goddard, 1 an à 2 volets. On échange Mathieu Joseph plus un 3e choix contre rien pantoute. On signe Shane Pinto, 2 ans à 3,75 millions par année en moyenne. Et le 3 juillet, aujourd'hui, à date qu'on enregistre, on signe un contrat d'entrée à Matthew Adonovski et on échange Egor Sokolov contre Jan Jenik. Voilà. C'est pas vrai que des considérations futures, ça vaut rien. On a su dans le passé que ça valait au moins 1 pièce. C'est bon. C'est ça dans la transaction de Matt Murray qu'on avait reçu dans la transaction future, 1 pièce? 1 pièce. Ouais. Mais c'est une question intéressante que tu Avec poses. l'inflation. Non, mais ça, vraiment, ça veut dire quoi des considérations futures? On entend quoi par ça? On va le figurer plus tard. Je pense que c'est parce que tu peux pas comme donner quelque chose à quelqu'un. Si tu sais pas contre quoi le donner, il faut que tu écrives de quoi dans le contrat. Tu peux pas dire blank. Mais concrètement, il n'y a jamais de suite à ça. On sait jamais ce qui aboutit à ça. À part Matt Murray, qu'on a su que c'était 1 pièce. Mais... Ben, c'est probablement un peu soit des montants comme ça, significatifs juste pour dire qu'il y a quelque chose, qu'il y a eu un retour, pour pas que ce soit un don complet. Mais habituellement, c'est ça. Là, c'est un peu la nouvelle tendance parce que si on recule là, 5 à 7 ans, des transactions comme ça, il n'y en avait pas. C'est une nouvelle tendance vraiment depuis que le cap salarial a été un peu gelé depuis la pandémie. Ça a vraiment mis des équipes pas mal dans le pétrin au niveau du plafond salarial. Puis c'est depuis ce temps-là qu'on a vu ce genre de transaction se populariser. Une des premières qui avait fait le plus jaser, c'est Marc-André Fleury, si vous vous souvenez bien, que Vegas avait pratiquement donné au Minnesota. Là. Donc vraiment, c'était un peu des transactions comme ça qui ont commencé. Puis je pense que ce n'est que le début. On va avoir de plus en plus là, des mauvais contrats passés un peu de par-ci par-là. Je te donne un mauvais contrat, puis à un moment donné, tu m'en donneras un. T'sais. Ouais, ben c'est plus que toi, t'as de l'espace, puis souvent c'est accompagné d'un petit bonbon, souvent des choix de repêchage, etc. pour le dédommagement. Puis on dit qu'il aurait accepté un choix de 4e ronde, mais les sénateurs en avaient pas. Fait qu'ils ont donné un choix de 3e ronde. Le 5e, ça leur tentait pas. Non, ça n'a pas de l'air. Seigneur. OK, on va revenir tantôt. Ouais. Et retourne au premier point, je pense, le plus majeur, pertinent. Ouais. Travis Green. C'est loin dans nos mémoires. On disait qu'il s'est passé des années et des années depuis ce temps-là, mais c'est tout récent. On va le voir. On va le voir entrer. J'ai juste animé en tête, mais on va le voir diriger son premier camp d'entraînement avec les Sénateurs d'Ottawa prochainement. C'est quoi votre gros feeling par rapport à Travis Green présentement et son équipe d'entraîneurs? C'était très controversé, hein. Moi, je me rappelle, que le monde était pas content. J'ai essayé de jouer l'avocat qui pue le diable, ou l'avocat du diable pour essayer de façon convaincue, mais tu sais, avec mes doutes aussi, là. Fait que, écoute, ça le temps va nous le dire, là. Apparemment qu'il va falloir que la première journée du camp d'entraînement, les préposés arrivent avec des poubelles puis des pelles pour ramasser le vomi, ça a l'air, là. Parce que ça a l'air, les camps d'entraînement sont très tough, mais écoute, on est content qu'Alfie soit resté. Puis pour le reste, je pense que tout le monde, on est dans l'approche, on lui donne sa chance, puis ça va être un changement, ça va être un autre style complètement, puis faisons avec. Ben, ça n'a pas été le choix le plus populaire, on s'entend là-dessus. On voulait un coach, on l'a. Tu sais, on avait DJ Smith comme coach un peu friendly avec ses joueurs, puis easy going, puis tout est beau, puis je fais pas de changement à mon line-up, puis bench personne. Mais là, une bench personne, puis mais là avec Travis Green, je pense que ça va être différent.
Fait que j'ai vraiment hâte de voir la réaction des super vedettes de l'organisation aussi, d'avoir un entraîneur qui va avoir cette approche-là aussi, qui va leur rentrer dedans un peu plus que DJ Smith. Ben, sur ce point-là, JP, tu sais, aujourd'hui, je pense on pourra en revenir tantôt, là, mais je pense que c'est Jonas Korpisalo et Jacob Chychrun qui ont parlé de leur saison décevante à Ottawa. Puis on nommé surtout le changement de propriétaire de l'équipe, ce qui est assez bizarre parce que Jonas Korpisalo n'a connu qu'un seul propriétaire. Bref. Et ils ont aussi soulevé le point que le changement d'entraîneur qui avait été difficile. Puis on sait tous que Jacques Martin était beaucoup plus axé sur tout ce qui est le technique et le tactique. Fait que là, on amène Travis Green, qui est connu pour être très difficile sur ses joueurs, fair, mais quand même difficile. Fait que j'ai hâte de voir ça. Mais je sais que d'un point de vue des partisans, tout le monde était, en tout cas, la majorité était quand même déçue parce que c'était pas le nom le plus sexy qu'il y avait sur le marché. Puis je pense que les fans avaient des attentes, puis il y avait des noms qu'on souhaitait voir, puis Travis Green, c'était pas le top 3 sur la liste, mettons. Non. Même un top 5, là. C'est ça. Non, c'est ça, exact. J'essaie d'être gentil, là, mais oui. Zachary, t'as-tu des échos, toi, pis Diane? C'est ça, j'étais curieux de vous entendre avant d'aller là-dessus, parce que quand tu parles que c'était pas le nom le plus populaire, c'était pas le nom qui circulait à l'interne. Parmi les journalistes, c'est pas ce qu'on entendait. Puis le nom le plus populaire, probablement que vous savez aucunement c'est qui, c'était John Gruden. Moi, je l'avais calé. J'étais sûr que ça allait être lui. C'était le nom un peu qui circulait, surtout à la fin de la saison. C'était pas mal le favori. Donc, écoute, c'est un ami des amis, comme on dit. C'est un gars de la gang, de la direction. Finalement, on est allé dans une autre direction avec Travis Green. Écoute, ça reste que Travis Green a quand même connu sa part de succès dans sa carrière. C'est certain qu'on espérait peut-être voir un Benoît Groux, peut-être potentiellement un certain Claude Julien, peut-être à certains endroits. On voulait peut-être voir des entraîneurs soit un peu plus expérimentés ou des entraîneurs de la région donner une chance à quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un de bilingue aussi pour le marché. Ça n'a pas été le cas, mais ça reste que là, on va devoir vivre avec. Écoute, c'est très bien présenté, a répondu très bien aux questions. Honnêtement, je pense que ça a peut-être fait taire quelques détracteurs à sa conférence de presse. C'est très bien tiré d'affaire, honnêtement. Puis il l'a dit qu'il allait être un coach intense, mais juste. Donc, je pense que c'est ce que l'équipe a besoin. Tantôt, on a parlé du changement d'entraîneur avec Jacques Martin. Jacques Martin, c'est vraiment ce qu'il a tenté d'amener. C'est beaucoup de petits détails, des petites choses que, avec DJ Smith, les joueurs ont été laissés aller ont eu trop de laisse. Puis dans le bilan de fin de saison, Thomas Chabot s'est fait demander la question. Puis il a même répondu, oui, on a eu trop de laisse, on était trop laissés à nous-mêmes, on a pris des mauvais plis avec DJ Smith, on avait trop de latitude en tant que jeune joueur, puis maintenant on paye un peu pour, on aurait dû être tenu un peu plus serré pour qu'un joueur avoue ça. Ça parle énormément. Honnêtement, j'ai pas vu beaucoup de joueurs, ça a été une question facile à se défiler ou à pas vouloir jeter la faute un peu sur un et sur l'autre, est allé vraiment de front pour répondre de cette façon-là, a dit que oui, on avait eu trop de lousse, on aurait dû être tenu plus serré, on a eu des mauvais plis, puis c'est difficile à changer. Surtout quand c'est pas un seul individu, c'est un groupe de jeunes qui a grandi dans cette mentalité-là. D'où l'approche de quand on va voir toutes les autres décisions que Stéos a pris, je pense, c'est pour essayer de corriger ça, c'est d'aller chercher de l'expérience, puis des gars qui ont gagné, puis des gars qui ont une discipline, tu sais, puis que justement attentifs aux détails. Espérer corriger cette mauvaise courbe-là puis ramener tout le monde dans le droit chemin. Tu sais, on le disait, là, ça pourrait être le titre de l'épisode quasiment. Là. C'est fini le country club. Là. Je pense que la partie de plaisir est finie. Oui. Ben, puis c'est une bonne chose. T'sais, honnêtement, je pense que les sénateurs sont rendus là. Puis, écoute, faut laisser la chance aux coureurs. Travis Green, qu'on le veut ou qu'on le veut pas, a signé un long contrat, 4 ou 5 ans, si je me souviens bien. Là. Donc, quand même, il est en poste pour plusieurs années. Puis, on le sait que peut-être que là, ça va changer puisque c'est plus M. Melnick, le propriétaire. Mais on n'est pas du genre à tirer rapidement là, sur la gâchette pour congédier des entraîneurs avec plusieurs autres années restantes au contrat. Donc, honnêtement, il va être là au moins pour les 3 premières années de son contrat. Ça, c'est certain. Donc, on va voir ce qu'il va être capable de faire, on va donner le bénéfice du doute, puis on va avoir quand même une réponse assez rapidement. DJ Smith, c'était pas les débuts de saison, c'est ce qui a coûté la plupart des participations aux séries dans les dernières années, des très mauvais débuts de saison, des très bonnes fins de saison, mais on était déjà éliminés. Donc vraiment, les points qu'on a perdus en début de saison, ça va vraiment parler beaucoup. Dès le début de la saison, si on connaît un bon départ, ça va peut-être faire taire certaines personnes, puis honnêtement, ça va être le temps pour lui de démarrer de la bonne façon, puis après ça, ben écoute, d'avoir les partisans de son côté, puis que l'équipe puisse s'envoler. Puis à moins de me tromper, il
reconnu pour ça, pour que ces équipes aient des bons débuts de saison, justement parce qu'ils sont préparés, puis ils savent en quoi s'en tenir, sont en forme, puis ils sortent là sur des chapeaux de roue, puis fait que ça n'a pas le choix. Ça n'a pas le choix cette année, ça passe par le mois de novembre. Justement, Zachary a parlé que les débuts de saison, c'est important. Le mois de novembre aussi, c'est très important à Ottawa. Puis là, j'ai vu aussi le calendrier qui est sorti. Et si je ne m'abuse, on a 14 joutes en novembre. Ouais. Sur un mois de 30 jours, donc bonne chance. Donc. Un soir sur 2. Ça passe au 50. C'est parfait. Ben, c'est parfait. Au lieu d'avoir un début de saison comme l'année passée, avec des 6 jours, avec un voyage en Europe, avec c'était tout le temps congé. Il va y avoir la période, on pourra en parler tantôt, mais il va y avoir la période de temps des fêtes aussi. Là, je pense que c'est beaucoup de games sur la route à cause du championnat mondial junior. Il y a un voyage de 19 jours. Ça va être un très gros enjeu aussi dans le calendrier. Exactement. Ma question que je voulais vous poser, on a parlé que Travis Green n'était pas l'entraîneur le plus populaire. Personne ne le voyait vraiment s'en venir. Un des entraîneurs qui revenait souvent dans les discussions, c'était Craig Berube. Craig Berube, ça en va à Toronto. Mm-hmm. Ça se sent comment par rapport à ça? C'est ça. Tout est une question d'argent. C'est ça, C'est une question d'argent, honnêtement. Ça a passé par là. Écoute, de ce que j'avais entendu, les sénateurs l'ont contacté, mais le montant n'était pas dans le même dans la même stratosphère que qu'est-ce que les Leafs leur ont offert. C'est certain que les Leafs ont peut-être plus les moyens de leurs ambitions au niveau des entraîneurs. On déboursé, je crois que son salaire... Il n'y a pas de cap, c'est les coachs. Je pense que ça tourne aux alentours du 4 à 5 millions par année pour du côté de justement de l'entraîneur-chef, le nouvel entraîneur-chef des Maple Leafs. Donc, écoute, c'était peut-être pas ce qu'on était prêt à payer du côté des sénateurs. Donc, ceci explique cela. Mais écoute, voyons voir. Écoute, Craig Berube, il a bien beau avoir gagné la Coupe Stanley, mais il va quand même avoir un autre beau casse-tête avec les Maple Leafs, encore une fois. Est-ce qu'il réussira ce que tous les autres avant lui ont échoué? Très grande pression aussi. À suivre. Les Leafs doivent gagner. Là, on répète depuis 4 ans, là, mais c'est là que ça passe. Hein. Puis les Leafs sont allés chercher 2 gros défenseurs récemment, en Tanev et Ekman-Larsson. Personnellement, je comprends pas comment le cap salarial fonctionne à Toronto. Nous autres, on a de la misère à signer Shane Bento, mais eux autres, ils rentrent ces 2 gars-là en plus de tout ce qu'ils ont. Ça fait pas de sens. Puis le terme aussi qu'il y a sur chacun des contrats de ces 2 joueurs-là est assez fou, là. Tu sais, je pense que Tanev, je pense que tout le monde à Ottawa aurait voulu le voir signer à Ottawa. Mais quand tu regardes le contrat qu'il a signé... Non, j'aurais jamais donné ça. Non, merci. Non, 6 ans. Jamais. Le 6 ans est trop. 4,5 est parfait. Ouais, c'est 6 ans, là. Ça n'a pas de sens, tu sais. Présentement, on est on est à peu près 1,6 million au-dessus de la masse, au-dessus du plafond salarial chez les Leafs. Donc, on a quelques petites gymnastiques à faire, mais on a des joueurs comme Nicholas Robertson qui a mentionné qu'il n'était pas prêt à signer un contrat, il est agent libre avec restriction. Donc, ça, c'est peut-être une monnaie d'échange, un bon jeune qui a eu son lot de blessures, peut-être réussir à jumeler ça avec quelque chose, libérer un peu d'un peu de salaire, etc. Je ne sais pas. On a aussi, tu sais, Matt Murray, on a Stolarz et là, Joseph Wall est vraiment l'homme de la situation. Donc, on a donné une prolongation de contrat à Matt Murray d'1 an à Toronto. Là. Je vais arrêter là. J'en parlerai pas plus. Tu veux qu'on t'explique ça? On sait pas. C'est un gardien qui a quand même gagné une certaine expérience, puis il est au salaire minimum. Donc vraiment, c'est pas une grosse... À 750 000, c'est pas un gros risque, honnêtement. Il va avoir le même rôle que Martin Jones avait cette année. Puis peut-être... Exactement. Faire le yo-yo un peu, là, avec là, en cas de blessure, si jamais, écoute, va peut-être apporter un peu d'expérience, un peu de leadership. Écoute, un gardien vétéran qui va peut-être pouvoir être là pour épauler Joseph Wall, qui de loin va être aura beaucoup de pression lui aussi cette année. Puis surtout au salaire qu'il commande présentement. Là, je sais qu'il a signé une prolongation de contrat, mais il va jouer l'année sur 766 000 par année. Les Leafs se sont mieux d'en profiter parce qu'un gardien de ce calibre-là, de ce qu'il a démontré dans les dernières années, disons qu'il pourrait faire pas mal de dommages, puis ça pourrait être un peu l'élément qui peut changer ça. Là, avec Tanev à défensive, puis Ekman-Larsson, écoute, je suis prêt à dire que les Leafs sont Matt Murray, c'est une façon de le remercier d'avoir été blessé l'année passée toute l'année, puis d'aller sur les IR, d'après moi. Là. En tout cas, je veux pas être une mauvaise intention, mais je les en prête pareil. D'un ancien gardien de but des Sénateurs à un nouveau, Linus Ullmark. Ouais. Surpris? Non, personne n'était surpris. Hein? C'était surpris. Tout le monde disait que c'était un besoin. Moi, je disais que réglons la défensive, puis on va déjà être pas pire. Mais si tu as la chance d'échanger Korpisalo, d'amener un gagnant du Vézina, puis que t'es kiff pas mal dans l'argent, why not? Là, la décision est pas dure. Là. Ben, moi, j'ai pas été surpris. C'était un besoin. On se le cachera pas. On pouvait
certaine manière, on pouvait revenir avec ce duo-là cette année, mais avec beaucoup de crainte. Ouais. Là, on a Linus Ullmark, un gagnant du Vézina. Moi, ce que j'ai été surpris, c'est ce que Steve Seos a réussi à donner pour avoir ce goaler-là. Exactement. Mark Kastelic, moi qui avait plus aucun avenir à Ottawa personnellement, a réussi à transiger 75% du salaire et du contrat de Korpisalo. Au final, ça va avoir coûté, à mes yeux, peut-être le 25e au total, mais ça me surprendrait pas que Korpisalo, comme Pascal a dit, devienne une merveille à Boston aussi. Sûrement qu'il va avoir des meilleurs stats que cette année. Lui aussi, il est sorti en disant, je sais pas si on l'a dit. Oui, ça se lui aussi a dit que Chekrin puis Korpisalo, les propriétaires, changement de propriétaire, puis tout ça, en tout cas. Chose qu'il n'a pas connue, mais... Ouais, non, mais je comprends la référence, mais j'imagine que l'ambiance dans la chambre a été impactée par ça. À quel point c'est c'était vrai. plus un party, là, c'était on travaille. C'est ça. Ouais, puis tu sais, je pense que, comme vous l'avez mentionné, le prix payé n'a pas été exorbitant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être réalisés à quel point un gardien de but avec un année de contrat à faire, avec une liste de non-échange de 16 équipes, c'est dur c'est vraiment dur de transiger ça quelque chose. Puis c'est certain que lui, dans sa liste d'équipes, il y a certaines équipes, disons que Tampa Bay était probablement pas sur cette liste-là de non-échange parce qu'il y a certaines équipes qui ont pas besoin de gardien de but. Donc, dans le fond, la liste d'équipes potentielles qui peut être échangée est encore plus réduite parce que lui choisit 16 équipes, dont, mais c'est plus que ça, peut-être qu'il peut pas. Fait que la liste se réduit peut-être à une dizaine d'équipes. Puis après ça, ben là-dedans, qui a les munitions pour se payer un moment, qui est dans une position, tu sais, c'est pas toutes les équipes qui est à une étape d'acquérir un gardien comme ça de location, de possible location, je dis bien. Donc, je pense que ça a été ça un peu. Très bonne transaction. Écoute, on va voir ce que ça va donner. A été très agréable en conférence de presse, honnêtement. Je sais pas si vous avez eu la chance de voir un peu quelques clips passer, mais super drôle. À la fin, le relationniste de presse dit « Hey, dernière question », puis tout ça. Il dit « Hey, c'est déjà fini. Il dit, il me reste du café dans ma tasse, amenez-en des questions. » Tu sais, c'est exactement ça qu'il a dit, le mot pour mot. Donc, vraiment, tu sais, il était super drôle, super plaisant. Puis, tu sais, quand il s'est fait poser la fameuse question, la prolongation de contrat, il dit « Je l'attendais, celle-là. » Il dit « Je me demandais pourquoi elle venait pas, celle-là. » Tu sais, un peu, il a vraiment été très honnête, très transparent dans sa façon de répondre. Là, je pense que les partisans des Sénateurs vont apprendre à le découvrir, vont apprendre à l'aimer. C'est certain qu'il l'aimerait encore plus s'il était capable de mettre son nom en bas d'un beau contrat à long terme. Mais encore là, à suivre, Steve Staios a mentionné que son but premier, c'était vraiment qui arrive à Ottawa, qui s'acclimate avec l'équipe, puis on réévaluera les choses en temps et lieu. Mais écoute, puis si je peux juste terminer avant sur Korpisalo aussi, je suis même avis que Pascal, que je crois qu'à 3 millions de dollars par année pour les encore 3 prochaines saisons, si je ne me trompe pas, ça va devenir un excellent deuxième gardien de but derrière Jeremy Swayman. Les Bruins sont en bateau, honnêtement. Ils ont connu vraiment une mauvaise saison. Les Sénateurs ont donné au moins un but sur les 2 premiers tirs du match, dans à peu près le quart de leur match, ou un peu plus du quart de leur match cette année. Yann Korpisalo en a été un peu en grande partie responsable, mais quand même, je pense qu'il va avoir la chance de rebondir derrière l'excellente défensive des Bruins. Juste ça, là, si on est capable de ne plus donner le premier but aussi souvent et aussi rapidement, on va déjà être vraiment mieux équipé pour gagner les matchs. Ben, tout à fait. Ce que j'avais regardé comme statistique, c'est que si les Sénateurs d'Ottawa avaient une moyenne d'efficacité dans les buts de 910, on terminait la saison avec une fiche de 52 victoires. Puis je pense qu'il n'y a jamais eu ça ou en bas de ça avec Buffalo. Exactement. Ça, c'était un des points que je voulais soulever. Fait qu'exactement ça. Excusez. Ben non, c'est correct, Pascal, parce que ça m'amène à mon autre point où est-ce qu'on parle que Korpisalo va connaître une bonne saison à Boston. J'avais lu un article, je ne sais plus qui l'avait écrit, qui comparait les statistiques underlying numbers entre Boston et Ottawa, les métriques défensifs, assez similaires, honnêtement, cette saison. Il y avait rien qui montrait que on se faisait dominer par Boston. C'était vraiment au chapitre des gardiens de but. Puis pour tous les lecteurs de la brigade sur le site de silversense.com, j'avais plongé quand même dans les statistiques. Puis l'aspect numéro 1, c'était les gardiens de but. Puis je pense que Linus Ullmark vient stabiliser tout le monde sur la glace. Pas juste les fans, ça vient vraiment stabiliser tout le monde sur la glace. Nous autres aussi, là. Fait que j'ai vraiment hâte de voir à quel point ça va faire une différence. Et je ne sais pas à quel point je suis convaincu que Yann Korpisalo va connaître une saison remarquable à Boston. Puis je dis ça, puis je suis sûr qu'il va être dans le top 4 pour les Vézina, mais bref, reste à voir.
Non, il jouera pas assez de matchs. C'est ça. Il jouera pas assez de matchs, assurément, il va être le deuxième. Mais tu sais, puis je pense qu'au niveau du contrat, je pense que ça peut être une bonne chose. Puis je pense que Steve Staios va peut-être se garder, pas une porte de sortie, mais de voir un peu comment les choses vont aller. Si début de saison, l'équipe en général, c'est une catastrophe, ben les Sénateurs cette année ont plusieurs gros contrats qui se terminent. Il y en a d'autres qui commencent. Donc vraiment, je pense que si un moment qui est charnière cette année, ça va être ça. Ça va être de voir quel côté ça va pencher. Est-ce qu'on repart peut-être dans un autre reset ou dans des choses si vraiment là, ça c'est la débandade en début de saison. Écoute, on est incapable de chercher des victoires dans les 20 premiers matchs. Rien ne va plus. Là, on n'a pas le choix d'échanger des Claude Giroux. On a des joueurs à dernière année de contrat, tout ça, qu'on n'aura pas le choix peut-être de se départir. Donc, vraiment, ça va peut-être. Puis ça va permettre aussi de pas avoir un gardien sous contrat pendant 3, 4, 5, 6 ans qu'on va parce devoir être pas pris avec, mais qu'on va devoir peut-être passer. Ouais, non, exactement. Il était début trentaine, 31 ans, si je m'abuse, là. Donc, vraiment, début trentaine. T'es encore dans la fleur de l'âge. On pourrait dire qu'il est dans la fin peut-être de son apogée, ou à tout le moins dans la deuxième moitié de son apogée. Exactement. Donc, il est dans plein dans ces belles années. Mais c'est ça. Fait que peut-être que ça va lui permettre une certaine porte de sortie si vraiment c'est la catastrophe, puis qu'il décide d'aller dans une autre direction, puis de recommencer un autre long cycle. On sait à quel point ça a été long chez les Sénateurs. On n'est même pas encore ressorti, puis ça fait 8 ans qu'on n'a pas participé aux séries, là, à peu près. Donc, vraiment, voyons voir. Mais je pense que ça va venir régler un problème, puis sinon, ben écoute, il n'y a pas grand-chose qui va le régler si c'est pas Linus Ullmark. Au moins, on aura tout tenté pour le voir. C'est ça. JP? Ouais, on parlait du nombre de matchs. À cette heure qu'on a un numéro 1 étiqueté numéro 1 à Ottawa, selon vous, c'est 55, c'est 60 départs cette année, c'est 50, c'est... Comment qu'on gère là, le duo Forsberg puis Ullmark à cette heure qu'on a un numéro 1? L'état de santé de Forsberg va en dire beaucoup. Il a été beaucoup blessé dans les dernières années. Donc, écoute, est-ce qu'on va voir un Matt Sogaard devenir l'auxiliaire par excellence? Peut-être. Toujours pas de contrat. Lui et Mandolisi dans la filière sont toujours agents libres avec restriction en ce moment. Mais je pense que c'est ça qui va dicter beaucoup. Mais je m'attends à avoir au moins 50 matchs de Linus Ullmark. Je pense que c'est c'est le plancher. On va aller à 50. Puis idéalement, on dépasserait pas les 60. Je pense que dans un scénario idéal, ça serait entre 50 et 60 pour donner des matchs à Forsberg qui est capable d'aller en remporter quelques-uns. Mais je pense que ça va dépendre de sa santé puis ses prestations. Si on lui donne des départs pas capable de remporter, ben on n'aura pas le choix. Un peu comme on a vu certaines équipes faire, surutiliser notre gardien de but partant. Un peu comme le Lightning de Tampa Bay l'a fait en fin de saison quand Vasilevski est revenu. Écoute, le deuxième gardien, Johansson, je pense qu'il a joué 4 matchs après les fights. Là. Donc, je pense que ça va vraiment dicter un peu les performances de Forsberg puis son état de santé. Ça, c'est inquiétant quand même. Là. Lequel, ça? L'état de santé de Forsberg, ses genoux, tout ça. Oui, mais tu sais, je pense que si ça va pas bien, s'il est blessé, tout ça, c'est sa dernière année de contrat. Ce sera pas dur, je pense, de faire un move pour un autre gardien établi ou, tu sais, là, il y en a beaucoup des deuxièmes gardiens, puis il y a toujours quelqu'un qui en a un qui traîne. Fait que, tu sais, Forsberg... Il est très bon ami avec Ullmark. Oui, c'est vrai, ils ont gaulé ensemble. Ouais, exactement, il y a 10 ans. Donc, ça, écoute, ça peut qu'être bon pour la chimie. Chacun comprend son rôle. Ouais. Puis, écoute, s'il y en a qui traverse des moments plus difficiles, je pense que l'autre va être là un pour l'autre. Je pense que ça va être un bon duo, en tout moins, sur papier, ça fait très bien. Ouais, mais Korpisalo était pas payé de chum avec Forsberg, apparemment, aussi. Fait que... si Ullmark ne signe pas, est-ce que cette transaction est toujours aussi bonne? Juste le fait de s'être débarrassé du contrat, juste le fait de ne pas être pris avec le contrat de Korpisalo. Là, dans 2 ans, est-ce que Sogaard va être prêt? Est-ce que les Meriläinen vont être plus proches? Il va y avoir plein d'autres options que d'être pris avec quelqu'un qui performe pas depuis, mettons, 2 ans. Oui, on veut une extension, c'est sûr, ce serait le fun. Tu sais, parce que la question qui a été posée, on a demandé, hey, comment ça se fait que t'as levé ta clause de non-échange, tu sais, pour les sénateurs? Il dit, ben non, il n'avait pas de clause de non-échange, moi. Les sénateurs n'étaient pas sur ma liste. C'est Marc Méthode qui dit, ah non, il dit, toutes les équipes canadiennes sont sur les listes de non-échange de tout le monde, puis alors que les Suédois, la neige, ça les dérange pas. Ces enfants sont contents de venir au Canada, justement, pour avoir de la neige, faire du ski, puis c'est une des belles villes pour élever un enfant. Fait que je pense que quand il va s'établir ici, s'il voit que tu sais l'équipe va bien, lui il est bien,
d'après moi, je suis pas inquiète qu'il va signer. Puis s'il signe pas, on se revire de bord et on trouve une autre solution. C'est Daniel Alfredson aussi qui a joué un grand rôle. Ça, je le sais que d'avoir un Suédois, un héros, dans le fond, de son pays natal, qui a été un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Suède. Donc vraiment, assurément eu son mot à dire dans la balance. Puis tu sais, si je peux aborder un peu dans le même sens, je pense que ça va demeurer une bonne transaction, mais le seul mais, c'est que ça va, si jamais il décide de quitter après un an, ça va faire énormément d'actifs qu'on a dépensés pour des joueurs qui ont seulement disputé une saison ou deux. Écoute, Chychrun, on a donné 2 choix de première ronde, et un choix de première ronde, 2 choix de deuxième ronde. Alex DeBrincat, on a déboursé beaucoup aussi, dont un 7e choix au total, si je me souviens bien, là. Donc, en plus, puis il quitté après une année où on n'a pas reçu du tout le même retour. Donc, ça fait énormément d'actifs pour des joueurs de location. Donc, je pense que à la longue, ça commence à peser lourd. Mais écoute, c'est sûr que on peut pas blâmer d'avoir fait cette transaction-là pour le prix qui a été donné. Mais comme j'ai dit, c'est sûr que idéalement une prolongation de contrat. Mais comme j'en ai parlé tantôt, si c'est la catastrophe en début de saison, ben peut-être que justement, ça va permettre de repartir à neuf avec 2 nouveaux gardiens ou donner la chance à Sogard et pourquoi pas Mendelisi comme second pour donner la chance à Merelainen dans les mineurs de continuer sa progression. Bref, tous les scénarios sont sur la table, mais si c'est celui-là, c'est parce que ça va vraiment pas bien. C'est ça. On a d'autres problèmes. Oui. Écoute, ça, cette année, un méchant gros. Dans ma tête, il y a ce que Dorion a fait, puis il y a ce que Steos fait. Puis je trouve que les gens ont tendance... C'est ça. Tout ce que tu disais tantôt, Zachary. Fait que, puis on va en reparler tantôt, Dorion, mais il y a plein de moves qui font... À première vue, des transactions que Steos a fait qui paraissent comme des mauvaises transactions. Mais moi, la façon que je le vois, c'est que Steos répare des moves qui ont été faits par l'ancienne administration, qui étaient peut-être pas tout à fait logiques. Tu sais, on en parlait, puis je me disais, j'ai pas l'impression que les sénateurs sont meilleurs aujourd'hui qu'ils étaient l'année passée, nécessairement. Mais j'ai l'impression que le bateau est en train de virer de bord vers peut-être un peu plus la bonne direction. Il y a des joueurs qui sont un peu plus dans leur chaise qu'ils l'étaient l'année passée. On a un bottom 4 qui s'en allait nulle part. On a complètement remplacé. Bottom 6, je veux dire, ou presque. C'est un peu ça. Là. C'est difficile de dire, ah oui, mais Pierre Dorion, sénateur, est-ce qu'ils vont encore se faire avoir comme l'année passée? Mais on peut pas vraiment dire ça. C'était pas la même administration l'année passée. Ouais. C'est difficile de comparer puis de juger, je trouve. C'est ça, juger Steos pour qu'est-ce qu'il a réussi à avoir. Il dit, ben écoute, c'est pas moi qui ai donné le choix de première ronde puis le choix de deuxième ronde. C'était ben trop donné pour qu'est-ce qu'il y a eu. Puis aujourd'hui, je suis pris avec la valeur que le joueur y a sur le marché, qui est pas du tout la valeur que quand Dorion est allé les chercher. On peut pas le blâmer pour ça. Puis oui, je pense que Steos a une approche un peu plus de bâtir une équipe basée sur c'est quoi les besoins d'une équipe. Et puis quel joueur vient remplir chacun de ces rôles-là, puis d'être capable de dire à chaque joueur, ça va être plus le rôle du coach, mais c'est quoi ton rôle? Où est-ce que tu es dans l'équipe? Puis des joueurs un peu moins unidimensionnels, des joueurs qui sont flashy, peut-être un peu plus polyvalents, moins flashy, qui travaillent de la bonne façon, qui ont de l'expérience. On va voir l'impact que ça peut avoir. Probablement de réduire un peu, parce que les sénateurs, c'était des hauts et des bas. Des hauts et des... Tu sais, ça se promenait en dents de scie. Là, est-ce qu'on va être capable d'être un peu plus... Tu sais, sans gagner 5 games de suite, puis en perdre 5, d'être capable de faire un 3-2, puis garder ça un peu plus dans la course tout le temps. D'après moi, on sait, là, Steos, c'est loin d'être un émotif, puis c'est loin d'être quelqu'un qui cherche le flafla, puis qui essaye de faire plaisir aux partisans en prenant la décision populaire. Je pense je donne le bénéfice du doute qui est en train de bâtir une équipe de hockey comme elle doit être bâtie. Marc en a mentionné exactement ce que tu as dit. Il a dit, on a besoin de constance. Je l'ai vécu avec les Bruins. C'était quoi la recette un peu du succès? C'est ce que ça prend. C'est ce qui manque aux sénateurs pour passer à la prochaine étape. Je l'ai mentionné en conférence de presse, puis écoute, ça va exactement avec ton point, puis je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit. C'est ce qui manque. Ça prend de la constance. On se doit de pas... C'est les séquences de défaites. C'est ce qui tue... c'est ce qui tue les équipes. C'est vraiment ça, les séquences. Fait que si on est capable de stopper ça, si t'as pas l'hémorragie au bon moment, ça va faire toute la différence. Je vais faire un peu l'avocat du diable de ce que vous dites. Tu sais,
de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, là, tout le monde répète, Stéos répare les erreurs que Dorion a faites, puis que l'ancienne organisation a fait, puis mais dans un sens, les joueurs que Dorion a acquis, pas de personne ici dans l'écran présentement était déçu ou s'est remis en question sur les joueurs qu'on a acquis. Alex DeBrincat, c'est un joueur élite qu'on a acquis. Quand on l'a acquis, tout le monde jubilait. Hein, Dorion vient de faire un coup de maître. On vient d'acquérir un joueur top 3 d'un premier trio. Jacob Chikrin, qui a fait les manchettes pour les nombreuses rumeurs, qui a fait plusieurs équipes le voulaient. Quand on l'a acquis, on était vraiment content de l'avoir. Oui, il y avait le topo que c'était un défenseur gaucher, au même titre que Sanderson puis Chabot. Il y avait des questionnements par rapport à ça. Mais le prix payé qu'on l'avait payé, tout le monde trouvait pas ça si pire que ça. Mais là, aujourd'hui, on considère comme c'est des erreurs parce que les joueurs ont sous-performé. Alex DeBrincat, sur papier, ça faisait du sens. C'est le fait de ne pas avoir eu aucune garantie qu'elle allait signer et d'avoir donné ça qui faisait pas de sens. Jacob Chikrin, ça faisait pas de sens parce qu'il n'y avait pas de place pour lui à gauche. Non. Puis ça, on l'a dit. Vladimir Tarasenko, ça faisait pas de sens parce que ça faisait en sorte qu'on pouvait pas signer Pinto. Puis c'était un rental, Vladimir Tarasenko, qu'on aurait dû acquérir plus tard dans l'année pour faire un push pour les séries éliminatoires. On se l'est payé au début de l'année, puis on s'est mis un couteau à la gorge. Tarasenko, je ne le mets pas dans la même catégorie que DeBrincat puis Chikrin. Mais je comprends ton point, JP, puis t'as raison, en bonne partie. C'est juste que dans ce temps-là, on se disait... C'est fini le repêchage. J'ai fini le... Là, les choix repêchage, on n'a plus besoin. On est rendu, on est là. Ouais, on pensera à ça plus tard, les choix repêchage. Alors que là, quand ça marche pas, ben OK, ils sont où tes choix repêchage? Il n'y a rien qui dit que quand tu vas leur réchanger, tu vas aller rechercher ces choix-là, tu sais. Je trouve que c'est facile à dire que c'est considéré comme des erreurs 3 ans après, qu'on voit le joueur que on aurait eu au repêchage pour le joueur qu'on a eu en acquis, puis on l'a eu une saison de temps. Donc, je trouve ça, c'est trop facile de dire que c'est une erreur. Mais à ce moment-là, DeBrincat puis Chikrin, les années qui ont été là, l'équipe a sous-performé. Est-ce que DeBrincat serait encore avec l'organisation si les Sens auraient fait un push en série ou auraient fait même en série? On le sait pas. C'est ça. Puis tu sais, je le disais l'année passée, je disais encore un joueur qui fait pas Ottawa, encore un joueur qui fait pas Ottawa. Tous les joueurs qu'on amène, ça fait pas Ottawa. Mais pourquoi ça marche pas Ottawa? Fait que l'organisation, à part Dorion, a son blâme à prendre de pas avoir fait fonctionner les joueurs qui lui ont été donnés. Fait que DJ Smith est à blâmer là-dedans aussi, de pas avoir réussi à faire performer les joueurs qu'il avait sous la main. Ouais, sauter des étapes. Moi, je trouve qu'on a sauté des étapes. Ça a été le timing des choses. Ça a été tu sais, quand on regardait ça, c'était des bonnes transactions, mais le moment était peut-être pas bien choisi. On était peut-être à une autre année, justement, un 7e choix au total. On avait quelques actifs peut-être à aller encore acquérir avant de passer à la prochaine étape. Pour passer à la prochaine étape, ça prend des éléments élites. Puis on en avait quelques-uns, mais il était déjà avec l'équipe. On n'avait pas la banque d'espoir présentement est pratiquement vide. Puis elle n'a pas été regarnie depuis ce jour-là, justement, parce qu'on a donné beaucoup d'éléments. Ouais. Je pense que c'est vraiment... L'erreur s'est faite dans le timing des choses. On a voulu passer à des étapes trop rapidement, puis c'est ce qui fait finalement, on a stagné parce qu'on a donné peut-être trop d'argent ou des transactions ou trop d'actifs à des moments cruciaux qu'on aurait peut-être dû attendre d'une année. Puis c'est ce que je pense que le Canadien ne fait pas présentement. Si on regarde pas trop loin de chez nous, on décide peut-être pas... C'est comme si le Canadien, cette année, aurait transigé un gros choix pour aller chercher des joueurs présents parce qu'on sent qu'il y a peut-être quelque chose qui se bâtit, mais des fois, il faut être patient, ça prend du temps. Puis c'est peut-être là où est-ce qu'il y a les choses, mais je suis d'accord avec toi, JP, que sur le moment, il y avait certaines transactions où est-ce qu'on se disait « Hey, c'est des bons joueurs ». Peut-être, comme j'ai dit, le timing était peut-être pas bon, mais c'est juste que c'est d'aller chercher des éléments comme ça. On manquait de profondeur chez les Sénateurs à certains endroits clés, ça a fait mal. Puis là, maintenant, on se retrouve avec une banque d'espoir très peu garni, et ce qui fait que les joueurs de profondeur, quand on regarde les équipes en série, souvent c'est des jeunes, des Anton Lundell en Floride, à Dallas on a eu on a le meilleur exemple, exactement, tu sais, on a même un Maverick Bourque qui a tout cassé dans la Ligue américaine, qui s'est amené à quelques occasions. Bref, je pense que ça passe par là. On a peut-être sauté quelques étapes. Aujourd'hui, on paye pour. Voyons voir si justement Stéos n'est pas capable de redresser ça de la bonne façon avec les actifs qui lui restent, parce que on
n'oublions pas que justement Pierre Dorion a dépensé pas mal. Puis on va perdre un choix de première ronde pour les deux prochains, soit l'an prochain, soit l'autre d'après, pour l'histoire de Dadonov. Donc ça, c'est un autre actif de moins si jamais on veut décider de faire un bout de chemin ou d'aller acquérir d'autres joueurs au cours des prochains mois. Je pense que le truc qui est vraiment simple, c'est que Dorion, il allait chercher des gros noms. Il allait chercher des noms sexy. Puis je suis d'accord avec ce que JP Fortin disait, où est-ce que sur le coup, les fans, on était très contents d'Alex DeBrincat, Jacob Chychrun. Mais on le savait dès le départ, c'était des moves qui ne faisaient pas de sens. Alex DeBrincat, on savait que s'il fallait qu'il reste à Ottawa, il fallait qu'on lui donne au minimum 9 millions de dollars dans le cap, on l'avait dit. Il y avait aucune chance que ça arrive. Puis on le savait, ça. Puis il serait jamais sur le premier trio. Jamais sur le premier trio. On l'avait dit avec Nicolas Saint-Pierre à l'épisode de Noël, 2 ans passés, que ça ne fitait pas dans le cap 9 millions. Mais on le savait. Mais quand il est arrivé, c'est un gros nom, on est excité. Jacob Chychrun, c'est un gros nom, il arrive à Ottawa, c'est excité. On le sait tous, ça fait aucun sens. Il y a Jake Sanderson puis Thomas Chabot à gauche. Fait que la job des partisans, je trouve que c'est d'être excité quand on voit des gros noms. La job d'un directeur général dans une équipe professionnelle, c'est de savoir que ces moves-là font pas de sens. Et c'est là que je trouve que Dorion s'est tiré dans le pied. C'était des moves qui ne fitaient pas, qui n'avaient pas de logique. Même si nous, on était excités, on savait, les partisans, on savait aussi d'un point de vue logique que ça faisait pas de sens. Steve Théos. Je t'en reviens à la question de bord. OK? Vas-y. DeBrincat. Évidemment, tout le monde était réticent d'y octroyer un contrat à 9 millions par saison. OK? Si ce gars-là fait 80 points dans l'année qu'on l'a acquis, est-ce que tu es vraiment content de donner 9 millions? Ou ben, t'as encore une crainte? Le gars, il fait 80 points. Ça veut dire que c'est le deuxième meilleur payé de ton équipe, puis il gagne plus. Il vient de faire 80 points dans la saison. Ils viennent tout casser. Je pense même pas, je suis sûr que Pierre Dorion aurait trouvé une façon de donner 9 millions. Mais après ça, il s'en va à Détroit, puis ça donne pas plus grand. Ça a pas mieux été. Fait que, je pense, notre job, c'est pas, c'est le directeur général à dire, ça a-tu du sens? Ça, je suis d'accord. Ça n'a pas de sens. Une saison de 80 points, tu donnes 9 millions. Il aurait fallu que quelqu'un d'autre parte. Il aurait fallu que quelqu'un d'autre parte, puis ça aurait pas été Brady, puis tu te donnes pas 9 millions à un gars sur ta deuxième ligne. En tout cas, pas à l'aile. Mais parce que je peux pas considérer ça comme des erreurs, c'est ça que je veux dire, en fait. Mais je comprends. On a essayé des choses. Ça a pas fonctionné parce que l'équipe a sous-performé, puis on a été pourris. Fait que n'importe qui arrive, débarque d'une équipe pourrie, va dire, ben, je m'en vais, puis je vais voir ailleurs. Si DeBrincat est un ailier droit, ça change tout. Ouais, puis tu sais, c'est ce qu'on parlait tantôt de sauter des étapes. Je pense qu'on n'a pas réussi à établir aussi une échelle salariale, une façon de faire. On avait des joueurs dans des différentes tranches d'âge. On n'avait pas beaucoup de joueurs justement où ils étaient signés à des moments qui la donnaient pas trop. Donc ça, c'est très important. Puis c'est comme j'ai dit là, on regarde pas trop loin quand on regarde le Canadien de Montréal à côté de chez nous. On a vu qu'ils ont signé des joueurs, puis Slavkovski a signé en bas de Suzuki puis en bas de Caulfield, puis tu sais, il y a une hiérarchie qui s'est créée quand on regarde le Lightning de Tampa Bay quand ils ont gagné des Coupes Stanley. Ben les joueurs, c'était ça, c'est notre échelle salariale. Toi, t'es telle place, ben tu vas aller à tel salaire, puis ci, puis ça, puis il y a jamais eu. Je pense que c'était ça aussi qu'on a eu de la difficulté à établir, mais je pense qu'il y a aussi un facteur qui était le propriétaire, les moyens que Pierre Dorion avait en sa possession et au niveau là, du marché peut-être. Ottawa, c'est pas le plus sexy au niveau des villes, au niveau de beaucoup de choses, au niveau des taxes, des impôts, de ci, de ça, de différents facteurs, qui fait que des fois, tu es obligé peut-être de donner quelques dollars de plus. Mais bref, je pense que ça avait pas été établi, puis on avait peut-être voulu sauter quelques étapes. Puis là, aujourd'hui, ben regarde, on paye le prix, mais c'est certain que ça aurait pu aussi bien être des coups de circuit, mais on dirait qu'il y a plusieurs éléments il y avait le vent de face. Disons que après les transactions, il y avait beaucoup de vent de face à devoir affronter, donc c'est peut-être ça qui a fait finalement la différence dans ces deux transactions. Avec tout un plan pour tout ça. Puis ah oui, le maudit plan imprimé, hein? 112 pages. Mais tu sais, on parle beaucoup de DeBrincat puis Chychrun, puis pour moi, ça a commencé surtout en 2020 quand on est allé chercher Matt Murray, là. Parce que on parlait qu'on était allé chercher notre gardien de but numéro 1, puis ça ici, ça a été problématique, là. Puis je pense que c'est là que ça a commencé. Puis on allait donner des choix de deuxième ronde pour Derek Stepan pour une année, puis un choix de troisième ronde pour Grub Brandt. Donc après ça, tu te tires dans le pied, t'as plus vraiment de. On dirait qu'une fois que ces moves-là sont faits, Dorion, il a comme plus le choix de se dire, ben, il va falloir que j'aille chercher des joueurs d'impact, parce que là, notre fenêtre, c'est là, tu sais, là.
Il avait signé de Drake Batterson pour presque 5 millions de dollars par année, puis il avait dit, on passe à la prochaine étape. Quand tu dis ça, après ça, effectivement, tu penses que t'es rendu. Tu peux te permettre d'aller chercher, puis t'es rendu là, d'aller chercher DeBrincat, d'aller chercher Chikrin, tu sais, exactement comme ça. Mais est-ce que ce qu'il aurait dû avoir, puis ce qui a été... Tu sais, on dit il n'était pas rendu là, mais est-ce que l'équipe aurait dû avoir été rendue là? Est-ce que l'équipe a progressé aussi rapidement qu'elle aurait dû? Il y a ça aussi, là. Je reviens souvent à la division canadienne, mais comme on les a laissés mourir sur la place publique, ces jeunes-là. En passant, pendant la saison canadienne, l'équipe de Travis Green a connu une moins bonne saison que celle à DJ Smith, parenthèse. Ouais, ben tu sais, je pense que oui, il y a peut-être eu une question de développement là-dedans, mais ça reste que, on n'était peut-être pas rendu là. Au niveau de l'encadrement, oui, il y a eu quelque chose, mais le 7e choix au total, quelques autres éléments qu'on a donnés pour aller ça. Tu sais, je pense qu'avec le 7e choix, si je me souviens bien, cette année-là, c'est Kevin Korchinski qu'on a repêché. Donc, écoute, oui, c'est un autre défenseur gaucher, mais on s'entend qu'avec Sanderson, Korchinski puis Chabot dans la brigade défensive, si c'est un jeune, Korchinski, c'est ton 3e défenseur, mettons, dans la hiérarchie. Exactement. Quand on parlait tantôt d'avoir des joueurs qui rentrent à différents moments pour le niveau de l'échelle salariale, c'est ça aussi un peu. C'est qu'on peut pas se permettre d'y aller 2-3 repêchages, on y va go, puis après ça, plus besoin de choix. Ça prend quand même un certain étalement sur 3, 4 et même peut-être même 5 ans pour que il y a des jeunes qui vont faire le saut à 18 ans comme des Brady Tkachuk, mais il y en a d'autres qui vont arriver après leur stage surtout junior, les défenseurs, qui vont avoir besoin du temps de la Ligue américaine, que leur contrat va pas arriver au même moment, des contrats ponts à certains endroits opportuns. C'est vraiment ça. Ça prend tellement un tout pour avoir une équipe compétitive, puis c'est ce qu'on l'a vu aussi. On a vu des équipes très bien le faire, on a vu d'autres très mal le faire. On voit les Sabres de Buffalo. C'est pas parce que tu accumules des choix, parce que justement, eux ont peut-être pas fait les moves au bon moment d'aller acquérir des vétérans, c'est ça, à certains endroits parce qu'ils n'étaient pas encadrés, mais ça n'a pas donné plus grand-chose si on a juste accumulé des choix, des jeunes, des choix, des jeunes, des choix, mais ça n'a pas plus fonctionné. Donc je pense qu'il y a un juste milieu à atteindre dans toute cette façon de bâtir. Et puis des équipes, on le voit chaque année. On comprend pas pourquoi, on comprend pas comment, mais ils sont compétitives année après année après année. Les Bruins de Boston, ça me fascine. Boston. Les Red Wings de Détroit, dans leurs belles années, c'était fascinant. Boston, ça fait combien d'années de suite qu'on dit, bon, là, ils ont perdu Krejci. Ils ont perdu Bergeron. Ils ont perdu Bergeron. Ils vont perdre Brad Marchand. Ils ralentiront toujours pas. Là. Ils ont perdu Hallmark. Là, ils vont dropper. C'est fini. C'était Hallmark. Mais là, on est encore... ça fait 1 heure qu'on parle quasiment, puis on est encore juste à l'échange. Ouais, il faut continuer. Là. Parce que là, on arrive au repêchage. On a contourné un peu. Et je sais même plus si j'ai assez de batterie, mais allons-y. Repêchage. Gros nom qui a été repêché, c'est Carter Yakemchuk, qui a surpris un peu la planète hockey. Les gens n'étaient pas contents. Après un bout, les gens se sont fait à l'idée puis ont dit « Ouais, OK, correct. » On en c'est comme un peu Travis Green, là, je trouve. C'est pas le choix plus sexy, mais on va voir. Des défenseurs droitiers, c'est pas une chose commune. Là. Non, puis c'était un besoin. De 6 pieds 3, 205 livres qui ont compté 30 buts dans WHL, on a c'est un besoin, mais dans 3 ans, tu sais. Mais... Puis, mais c'est sûr que personne l'avait. Personne dans nous autres, en tout cas, je pense pas. Toutes les fois que j'ai regardé des listes, toutes les fois que je me suis intéressé à des joueurs, j'avais jamais entendu ce nom-là. Je peux pas dire que j'ai pas fait mes devoirs, je me suis pas rendu assez loin dans la liste, mais à un moment donné, tu te fies à ce que toutes les il y avait juste Corey Pronman qui l'avait mis 3e overall, tu sais. Puis si c'était pas de son patin, puis qui apparemment est vraiment à travailler, probablement qu'il aurait été nommé 3 par un peu plus de monde. Son jeu défensif aussi, là, qui est pas... qui apparemment... C'est ça. Un va avec l'autre. Mais il va avoir la présence physique, par exemple, tu sais, parce que on pense, mettons, à Chikrin, qui, lui, son jeu défensif, des fois, laissait à désirer, mais il n'y avait pas la présence physique qu'on pensait qu'il allait avoir, tu sais, alors que lui, je pense qu'il va l'avoir, il va être capable d'éclairer le net un peu, là. Je pense que tout le monde voulait voir un nom sortir, puis il est sorti 6e. Je pense que ça a fait de la publicité à l'organisation. Mais TJ Ginla, je pense que c'est ce que le nom que toutes les fans voulaient voir. Puis je pense aussi que Zachary, tu vas être mieux placé, mais je pense aussi que c'est le nom que l'organisation aurait voulu avoir au numéro 7. Ça, ils l'ont pas mentionné, mais c'est sûr que on s'attend que quand on regarde là, dans l'identité des sénateurs, ce qu'on veut créer avec un Brady Tkachuk, j'ai dit un duo Tkachuk et Ginla, je pense que ça aurait été fatigant. Je pense que sur la patinoire, il n'y a pas grand monde qui aurait voulu les affronter, mais écoute, comme l'a mentionné, le défenseur droitier, grand droitier, un peu comme Montréal a fait l'an dernier,
C'est un peu la même chose avec Ryan Backer l'an dernier. On est allé peut-être plus à un besoin que ça. Je pense que la surprise générale, ça a été que rendu au 7e rang, il y avait un défenseur qui avait été sélectionné. Ce qu'on pensait pas qu'il était arrivé. On pensait qu'il allait peut-être avoir 4 défenseurs, peut-être assurément 3 défenseurs sélectionnés avant le 7e choix. 3 dans les 6 premiers qu'on projetait peut-être. Là. Mais là, quand on est arrivé, tout le monde a fait Dickinson est encore là, Guillaume est encore là. Perec, c'était le seul pas compliqué. Droitier. Ouais. Mais vois-tu, j'aime mieux la sélection de Yakemchuk que Perec. Je trouve que Perec, c'est plus un gamble. Oui, c'est boomer bust, on peut dire, un peu plus comme ça. Là, c'est un unidimensionnel offensif. A prouvé, écoute, ramasser des points à la pelletée, mais dans une équipe qui avait été bâtie pour remporter la Coupe Memorial. On savait depuis un an que c'était eux qui allaient accueillir la Memorial. Donc, c'est sûr tu peux prendre une chance comme ça quand ton bassin de jeunes est rempli, puis là, tu prends un gamble, mais fallait prendre un choix sûr. Moi, je m'attendais plus à ce que ce soit Dickinson. Est-ce que le droitier gaucher a fait la différence? Probablement. Je sais qu'ils sont intéressés beaucoup à lui. Je pense qu'il va aussi peut-être un plus haut plafond. Il est peut-être capable de se rendre un peu plus loin avec un bon coaching. Puis, somme toute, je peux pas dire que je suis déçu du choix. On a déjà Jake Sanderson qui s'est établi comme le premier défenseur gaucher pour un bout. Ouais. Fait que de repêcher un excellent défenseur gaucher, c'est avoir un autre conflit. Où c'est qu'on le met? On le met deuxième, il ne fit pas nécessairement là. En cherchant un droitier, on essaie d'établir notre première paire de défense pour l'avenir. Mais moi, je me dis, dans 3-4 ans, Chabot va être c'est à la fin de son contrat. Je pense que gaucher-droitier, dans 3-4 ans, ça va-tu quand même, être pour aussi important? Un choix comme ça, écoute, d'aller droitier, si peut-être dans leur évaluation, parce que c'est plus dur à trouver aussi en général. Ouais, il y avait peut-être pas une si grosse différence selon leur évaluation entre Yakemchuk et peut-être un Dickinson. Selon eux, il y avait peut-être pas justement le fait droitier augmentait peut-être un peu sa valeur. Mais je pense que ça a été ça. Puis il l'a mentionné, je l'ai vu là, en action à ses premiers coups de patin. J'étais à Canada au Sensplex pas plus tard qu'hier, justement, pour le voir en action. Puis après la pratique, il a mentionné comme quoi son partenaire de rêve serait Jake Sanderson. Donc l'a mentionné. Si je me trompe pas, Ian Mendez du Athletic a sorti un article justement que son frère est un ancien coéquipier de les deux mères se Sanderson, connaissent bien. Puis, exactement. C'est ça. Fait que, puis tu sais, si je peux donner un petit coup de chapeau, je pense que c'est au Ottawa Sun ou Ottawa Citizen que avec le choix, le titre de l'article avec Yakemchuk, c'était A Whopper of a Pick, parce que ses parents appartiennent trois Burger King de Yakemchuk. Donc vraiment là, le Whopper of a Pick, là, écoute, je sais pas qui a pensé à ça là, mais chapeau parce que c'est un des très bons titres que j'ai vu dans son burger préféré, c'est le Bacon King, je pense. J'ai jamais essayé, mais c'est garanti que je m'en vais m'essayer ça bientôt. Écoute, est-ce que je veux pas mouiller, mais si ça vient à Ottawa un jour, d'après moi, il y a quelques concessions. Ouais, peut-être que c'est Shawarma Palace puis Burger King. Écoute, il y a assurément une publicité à faire là-dessus. Écoute, si tu veux en vendre des hamburgers au bacon, là, tu vas en vendre en maudit si tu associes un Carter Yakemchuk à ça. Mais c'est ça. Écoute, on va voir ce que ça va donner. Je pense qu'il est pas prêt à faire le saut directement dès la saison prochaine. Il doit retourner junior, doit continuer à progresser. Mais s'il est capable de régler justement son jeu de pied coup de patin, c'est un peu ce qu'on lui reproche. Écoute, ça demeure quand même des choses travaillables. Un joueur pourra pas passer d'un 6 sur 10 de patin à un 10 sur 10 de patin, mais il y a toujours façon de progresser, surtout maintenant qu'il y a de plus en plus d'équipes, il y a de plus en plus de coachs, il y a des coachs de power skating, des coachs de l'habileté individuelle. Écoute, il y en a à la pelletée, puis il y en a même des fois dans certaines équipes dans le junior. Donc, il y a vraiment façon de travailler. Je pense que c'est un peu là-dessus qu'on a misé, qui va être capable de régler un peu ce problème-là. Puis il parlait aussi d'un comparable, peut-être certain Evan Bouchard. Ça se prendrait bien. Écoute, s'il peut devenir un certain Evan Bouchard, pas le joueur défensif le plus étincelant, mais écoute, sa côté offensif parle de lui-même. Écoute, c'est un des meilleurs défenseurs dans le circuit. En tout cas, défenseur offensif, assurément, avec une solide bine. Puis si on fait la moyenne de tout le monde qui a été repêché, les 3 avant, 3 défenseurs, si tu fais la moyenne de la grandeur et du poids, tu as un gars de 6 pieds 4. 190 livres qui joue à gauche. soit un ailier gauche ou soit un défenseur gauche. Écoute, c'est entre 6 pieds 2 puis 6 pieds 7. Fait que le mandat est clair d'aller se grossir chez les sénateurs. Aucun gars bas de 6 pieds. Non, ça a été 6 pieds vraiment 5 choix. Ouais, exactement. 5 choix, 5 formats géants. Écoute, je disais ça sur la patinoire, j'étais comme, tu sais,
habituellement, quand tu repêches un gars de 6 pieds 3, 205, tu te dis que tu peux pas le manquer, mais il était même pas proche d'être le plus grand. Tu sais, c'est comme, puis il y avait pas mal de grands. Il y avait Connor Lockhart, qui est un joueur d'Ottawa, qui a une invitation au camp. Lui, il mesure 5 et 8, là. lui, je l'ai reconnu vite, là. Tu sais, c'est comme, habituellement, c'est l'inverse, mais écoute, ça faisait un certain clash, mais écoute, le mandat était clair. Alex Adams, qu'on salue, un de nos confrères journalistes, qui a posé la question à Steve Staios, à savoir justement un peu ce plan-là, c'est bien beau, grandeur, le talent là-dedans, il est où, tu sais, un peu, parce que le choix deuxième tour, là, c'est-tu Eliasson? Gabriel Eliasson. Les premiers mots qu'il a prononcés après avoir été repêché à sa première question, c'est quel genre de joueur es-tu? Et les premiers mots qu'il prononce, c'est « je suis un défenseur défensif ». Écoute, pour certains, ça a peut-être fait grincer d'utiliser un 39e choix au total pour un défenseur défensif, quand il y avait peut-être d'autres joueurs ou d'autres options que peut-être certains observateurs. Mais écoute, s'il peut devenir ton 4e défenseur qui va jouer sur ton premier désavantage numérique, qui va gruger des grosses minutes dans des moments importants, tant mieux. Mais c'est ça. Écoute, on est allé vraiment dans la grandeur. Voyons voir si le talent va suivre. Écoute, c'est sûr que ces joueurs-là ont quand même du talent, là. Écoute, on doit s'entendre que s'ils ont été repêchés, c'est pour une raison, ils ont du talent. Mais voyons voir ce qu'on va être capable de le développer, de le maximiser, puis pas simplement devenir des joueurs de profondeur. Mais malgré qu'il est rendu à ces rangs-là, s'ils peuvent donner des joueurs de profondeur, ben ce sera déjà bien. C'est déjà parce qu'on va avoir visé dans le mille. Là, parce que quand on refait des repêchages, là, écoute, des fois on pense que c'est une cuvée exceptionnelle. Allez revoir une cuvée exceptionnelle, voir de quoi ça a l'air. Puis après, peut-être le 15 ou le 20e joueur, là, tu vas commencer à te poser, à te gratter à la tête de faire c'est qui eux autres, ou c'est des joueurs marginaux, ben c'est ça. Dans un repêchage, il y en a 10 et 20 qui ressortent. Là, tant qu'à avoir un 6e défenseur, j'aime mieux un gars plus grand, plus gros, capable de remplir ce rôle-là qu'un Eric Brandstrom, tu sais, comme 6e au bout du compte. Là, fait que, puis lui, ça a l'air que non seulement il aime le jeu physique, mais comme il aime la violence. Ouais, c'est ça. C'est un violent, là. Il est on peut il est méchant. Son nombre de minutes de pénalité, c'est fou, c'est pas juste parce qu'il faut qu'il accroche le gars parce qu'il s'est fait battre, là. Non, c'est des mises en échec à Open Ice. Puis un joueur robuste en Europe, c'est ça. C'est quand même plus rare, là, dans le sens où c'est des grandes patinoires, tout ça. Et écoute, là-bas, le jeu physique est pas nécessairement habituellement leur force, mais lui, il l'amène de la bonne façon. Mais écoute, quand tu as ce physique-là, pas le choix de l'utiliser à ta façon pour te démarquer, parce que sinon, écoute, à quoi ça va. Mais on a un bon exemple d'un joueur qui a un bon physique, qui l'utilisait peut-être un peu moins bien à Jacob Chikrin. J'ai surtout hâte d'entendre les descripteurs des matchs de sénateurs. Yak Kemchuk passe à Upstatchuk, qui passe de l'autre côté à Ketchuk. Ça va être toi! Ça va être ça, Ottawa! Oh my God! Aussi, c'est vrai, ouais. C'est tout Larry encore. Mais je pensais pas que ce serait Pascal, mais comment je peux pas penser que ça va être Pascal, tu sais, qu'elle allait l'accorder? Y a-t-il d'autres surprises pour vous au repêchage? Des choses qui ont attiré l'attention? Céline Dion. Céline Dion. Wow! Quel coup d'éclat! Michael Elle a Buffer tellement aussi, étiré. Elle a tellement étiré, Céline. Ah oui. C'était le parfait delivery, honnêtement, là, parce que tout le monde savait elle savait que tout le monde était sur le bout de son siège, puis c'était comme, est-ce que ça va être Demidov ou pas, puis tout le monde souhaitait tellement à Montréal. Ouais. Mais écoute, ça a été, honnêtement, là, je sais que le format va changer à partir de l'an prochain, où est-ce qu'on va donner un peu comme la NFL, NBA, les joueurs vont être sur place, mais ça va être, les équipes vont être à distance. Dans le fond, les joueurs vont monter sur scène, tout ça va être, c'est un peu ce qui est dans l'air présentement, que le format va changer. Donc cette année, c'était vraiment le dernier repêchage dans le format actuel. Puis si c'est ça, ben écoute, ils ont terminé ça écoute, ils en ont mis le paquet. Puis je pense que le mémo avait été passé aussi, mettez le paquet, parce que des personnes qui sont venues présenter des choix, des Rick Nash, des Scott Niedermayer, exactement, Nicolas Sestrom, Michael Buffer pour les Flyers. Écoute, et les sénateurs. À la pelletée, exactement, en français. Pas de personne, mais comme tu dis, il a commencé en français. Donc vraiment, ça a été ça. Mais je pense que c'est ça. Je pense que si on parle d'événements, que si la Ligue nationale voulait vraiment se mettre sur la map pour faire quelque chose comme ça, je pense que ça allait impressionner beaucoup de gens. Ben oui. Puis, écoute, moi, je serais complètement d'accord si on disait le repêchage à Vegas à toutes les années dans la sphère. Écoute, si ça peut être un spectacle comme ça à toutes les années, c'est peut-être pas soutenable. Parce qu'il me semble que si la Ligue nationale a une chose mieux que les autres ligues, à mon avis, c'est le repêchage. Puis là, ils veulent enlever ça, je comprends pas.
Écoute, c'est au niveau monétaire. Parce que ça coûte cher. Écoute, regarde le nombre de personnes assises aux tables de chaque équipe par tête qui sont là pendant probablement pratiquement une semaine pour des meetings, tout ça. Écoute, une semaine d'hôtel, de bouffe, de ci, de ça. Écoute, on parle de plus... Tu sais, au total... au total de toutes les équipes, là, c'est des millions et des millions et des dizaines et des centaines de millions. Là. C'est de l'argent là, de faire voyager à peu près une équipe d'une trentaine, peut-être quarantaine même membres d'organisation fois 32 pendant une semaine. Il y a les joueurs aussi. J'imagine les joueurs qui se font drafter, ils sont invités, qui ont le droit d'amener... non? Ça leur fait ça? Ouais, habituellement, c'est les agents. Les agents, habituellement, là, c'est eux qui souvent s'occupent de payer certaines affaires. Surtout plus t'es repêché haut, l'agent, il sait que tu vas signer un contrat, ça prendra pas trop de temps. Donc, habituellement, c'est les agents qui s'organisent un peu. Mais c'est ça, on a eu, tu sais, il y avait Simon-Pierre Brunet, c'est un gars de Gatineau qui n'est pas présent. Écoute, ça a été probablement... Il a-t-il été drafté? Oui, par les Sables de Buffalo, 123e au total. Ah, c'est vrai? Écoute, si c'est un joueur que moi, quand j'étais au secondaire 5, j'étais moniteur sur la glace en sport-études avec le Gatineau, dans la 5e année du primaire, puis il était déjà un bon joueur. Là, quand j'y ai reparlé après qu'il a gagné la Coupe du Président, disons, ça m'a fait vieillir un peu. Tu sais, je viens d'avoir 24 ans, ça fait quelques jours, puis écoute, je me sens pas très vieux, mais là, de se faire comme, un des joueurs qui était en 5e année du primaire, quand j'étais son moniteur sur la glace, a été repêché dans la Ligue nationale de hockey. Écoute, c'était la surprise dans la région, il était classé 185e en Amérique du Nord, sorti 123e au total. Écoute, avant Justin Poirier. C'était un avant. Ça a été... Puis le novice A, là, il était dominant comme avant. Là. Je pense que Philippe a oublié parce qu'il était un peu PTSD, là, mais il veut dire, cette équipe-là avait deux gros joueurs. Tu sais, novice A, d'habitude, t'as un gros joueur, là, cette équipement avait deux gros joueurs. Tu faisais planter des 7-8-0. Honnêtement, là, il y a toujours un excellent lancé, même en 5e année du primaire. Écoute, il y avait probablement peut-être un meilleur lancé que moi qui était en secondaire 5. Tu sais, honnêtement, il y avait déjà, je suis pas reconnu pour avoir le gros lancé, mais comme lui, il avait vraiment un bon lancé. Vraiment, j'étais super content pour lui, mais c'est ça pour démontrer qu'un repêchage, écoute, les listes, tout ça, les projections, ça veut pas dire grand-chose. Tu sais, on a vu Justin Poirier, 69 buts au total dans sa dernière saison, série et saison régulière inclus. Je suis sorti en 5e ronde. On a un joueur, je pense, c'est Max Plante, si je ne m'abuse, qui est sorti en début de 2e ronde, aucun but cette année. Tu sais, c'est comme... Non, mais c'est vraiment, on voit que... Tu sais, il y en a un peu de tout là, dans les repêchages, puis c'est pas une science exacte, puis des fois, on se pose des questions sur des choix, puis 5 ans plus tard, on va regarder ça, on va faire, il y avait peut-être raison, ou il y avait complètement tort. Brady, c'était pas une vedette offensive, mais pas du tout. On voulait Philippe Zadina, puis, tout le monde. Écoute, je sais pas si vous avez vu passer, mais Zadina... même les gens, il a été racheté. Faut le faire, là. Boys, on va enfiler les transactions qui ont été faites, les échanges, mais juste avant, tu as parlé de Stéos qui a parlé en français. Et est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il y a vraiment un mot d'ordre en ce moment que tout doit être bilingue? Est-ce qu'on peut le souligner? De plus en plus, à 100%. Bravo. Ben oui, il était temps à 100%, mais je pense que ça passe un peu sous silence. On n'en parle pas beaucoup. Et c'est excellent présentement. Tous les communiqués qu'on reçoit depuis le repêchage sont bilingues. Donc, ce qui était vraiment pas la norme durant la saison. Ce que depuis mon arrivée, ça a été pratiquement qu'uniquement une ligne anglophone. Outre que quand ça a touché la nouvelle équipe, les Ours Noirs à la crosse, le communiqué avait été envoyé en français et en anglais, mais le restant c'était toujours en anglais. Puis là, vois-tu, les posts sur les différents réseaux sociaux, le compte Twitter de communication en français, en anglais, écoute, c'est quand même des bonnes améliorations. On sent que l'influence de Michael Andlauer fait son œuvre. Puis j'ai remarqué aussi que sa présence dans une pièce fait agir peut-être certaines personnes de l'organisation différemment. À la nomination de Travis Green, on a commencé les choses en français, la conférence de presse, les attachés de presse ont parlé en français pour souhaiter la bienvenue, un peu comme ça. Donc, écoute, M. Landauer était présent dans la pièce. Donc, écoute, c'est sûr que ça nuit pas quand le grand patron est là, mais là, ça semble vraiment s'étaler un peu de plus en plus. Puis écoute, c'est une bonne chose parce que ça reste une équipe d'une région bilingue. Puis on se rend compte peut-être que les gens de Gatineau, ça serait le fun qu'ils viennent
acheter des billets, qui viennent à nous encourager. J'en avais parlé lors de mon premier passage, mais c'est pas normal que la majorité des jeunes qui grandissent dans la région ne soient pas partisans des Sénateurs d'Ottawa. Ils devraient l'être. Ça devrait être un automatisme dans les écoles, etc. Des fois, ça prend pas des énormes gestes, mais d'être un peu plus impliqués d'un côté. Puis si on peut leur parler en français, déjà là, si on parle la même langue qu'eux, ça va déjà un certain lien, une connexion qu'on n'avait pas auparavant. Mais écoute, j'ai vraiment hâte de voir si ça va poursuivre, surtout pendant les matchs. Parce que pendant les matchs, il y avait une animatrice qui était bilingue, mais quand c'était pas elle qui était en poste, c'était uniquement une langue anglophone. Ouais. Puis lors du dernier match de saison, ou vers la fin de la saison, c'est le Canadien de Montréal qui était présent. Oui. Il y a eu encore une étape de plus, vraiment. Tout était bilingue. Puis j'ai même jasé avec Alexandre Gascon de Radio-Canada, puis Simon-Pierre Larange de la presse, justement. J'aurais dit, hey, je sais pas si vous le savez, vous avez remarqué, il y avait beaucoup de Français, ils étaient comme, ouais. Je dis, c'est pas tout le temps comme ça. Ils ont fait ça pour vous aussi, pour les partisans des Canadiens, pour les exactement. Mais j'espère que ça va se poursuivre. Puis écoute, si on continue à la même voie, je pense que c'est tout le monde qui gagne. Puis c'est pas plus d'efforts. Honnêtement, on s'entend, là, c'est pas énormément d'efforts de plus, là. Ça reste que c'est quand même quelque chose qui est demandé peut-être à un certain point, mais c'est pas une charge de travail complètement surtout en double, en triple. Tout ça, exactement. Surtout avec les outils de traduction qu'on a. Google Translate est rendu pas mal plus fiable qu'il était non plus, si jamais. Il y a certains, peut-être, des fois, des petites coquilles ou des petits mots qui s'y glissent, mais écoute, on apprécie l'effort. Je pense que c'est ce que les gens demandent pas la perfection, demandent simplement l'effort. Puis on a été critique beaucoup dans le passé. JP Falk, t'as bien fait de le souligner. De ma vie, j'ai pas souvenir que les Sénateurs aient fait des publications bilingues sur toutes leurs plateformes de médias sociaux de façon constante. Ils nous ont donné des petits bonbons à gauche et à droite à l'occasion, mais c'était vraiment c'était un peu des coups d'épée dans l'eau, là. Ça servait à rien ultimement, mais là, il y a vraiment un effort qui est mis. Tous les visuels sont faits en double, tous les posts sont écrits en anglais et en français. Il y a même des tweets qui sont carrément bilingues. On commence en français, on termine en anglais. C'est pas juste on répète la même information. Moi, je suis assez confiant. S'ils n'ont pas de place, ils font un thread. Là. Exact. Je suis assez confiant c'est en place puis ça va juste continuer à grandir. Là. Puis Michael Andlauer l'a dit, puis continue à marteler Ottawa-Gatineau. Là. Toujours. Ça continue à être dit, ça. Exact. J'ai l'impression que c'est l'équipe de PR de communication qui ont dit... Linus Hallmark a dit qu'il allait apprendre le français aussi. Vrai. Puis il a dit ça dans une entrevue cette semaine. C'est vrai. On a parlé d'événements pour les partisans qui a eu lieu au début de il y a quelques semaines passées. Puis c'était écrit au tableau. Je me souviens plus de la formulation exacte, mais c'était quelque chose comme... projet Gatineau, Ottawa. C'était vraiment une priorité de l'organisation cette année. Fait que chapeau. Première transaction dont on peut discuter. On a parlé de Mark en masse, là, je pense qu'on a fait le tour, mais Jacob Chychrun s'en va à Washington et on reçoit les services de Nick Jensen et d'un troisième choix de repêchage. Choix de troisième ronde de repêchage, parfait. Pardon. Ouais. Satisfait avec ça? Pour faire le contraste avec quand on est allé chercher Chychrun puis on disait que c'était pas de ça qu'on avait besoin, ben en l'échange de Chychrun, je pense qu'on va chercher quelque chose dont on a besoin. Quelqu'un qui va venir remplir le rôle qu'on cherchait, stabiliser à droite, défensivement probablement meilleur. Fait que ça, c'est un échange qui fait du sens. Est-ce qu'on pense que Chychrun valait plus que ça, puis on aurait dû avoir plus, on aurait dû avoir des choix attachés à ça, on aurait dû avoir peut-être, je pense que puis jusqu'à quel point est-ce que c'est lui, Chychrun, qui, avec la face qu'il a faite à la fin de l'année, s'est dit sortez-moi d'ici, moi je veux m'en aller. Puis ça l'a limité un peu les options à Stéos, je sais pas. Mais somme toute, tu sais, je donnerais une note de B comme échange. Ouais. C'est sûr que sur papier, c'est pas chic hein, comme transaction. Tu sais, en termes de comparaison, je pense que Nick Jensen se compare à Dylan DiMello. Pour Stu, là, tu vas être content. Là. Meilleur, je pense. C'est dans le même genre de topo de défenseur. Tu sais, moi, mon frère, c'est un grand fan des Capitals de Washington. Quand il y a eu cette transaction-là, j'ai jasé avec de ça. Lui, c'est sûr qu'il était content d'avoir un défenseur de Jacob Chychrun. Mais il me dit une chose, puis ça m'a marqué quand même. Il était vraiment triste de perdre Nick Jensen. Dans le top 6 de cette défensive à Washington, il me disait que c'était un des défenseurs les plus fiables qu'il y avait dans son top 6. C'est ça qu'on a besoin. Droitier, fiable, constant, droitier.
Pas sexy. C'est pas sexy, 2 ans. mais ça répond exactement à ce qu'on a besoin. Ouais. Ouais, exactement. Je pense qu'il rentre parfaitement dans le moule. Quand on parle d'échange hockey, C'est ça. c'en est une. Ouais. Tu sais, c'est exactement ça. On échange un peu, on va chercher des besoins. C'est sûr qu'on peut pas regarder ce qu'on a donné pour C'est acquérir Jacob Chikrin dans ce genre de situation parce que c'est sûr que on allait être perdant. Là. Puis je pense qu'il y a personne qui disait que les Sénateurs allaient sortir de là gagnants ou allaient avoir une valeur équivalente à ce qu'ils ont donné pour lui. Puis je pense que c'était pas ça l'objectif. Mais on est allé chercher un défenseur qui potentiellement peut devenir ton 4e défenseur, ton défenseur de 2e paire à droite, potentiellement épauler soit un Sanderson ou un Chabot pour compléter un duo. Écoute, ça serait pas nécessairement mauvais quand on a des défenseurs comme Sanderson puis Chabot, peu importe il va te jumeler avec qui. Écoute, c'est 2 défenseurs qui sont mobiles, bon coup de patin, qui peuvent amener du punch offensif, tandis que Jensen va peut-être amener une certaine côté défensif. Est-ce qu'il pourrait devenir le Mark Method à un de ces 2 défenseurs-là, tu sais, de ce style-là? Je sais pas qu'il va faire un aussi bon travail que Mark Method a réussi à faire avec Erik Karlsson, mais écoute, s'il peut rentrer dans ce mot-là puis devenir ton 4e défenseur, ça va déjà être une bonne transaction. Puis comme on l'a mentionné, 2 ans de contrat, on se met notre pas pour plusieurs années. On sauve quelques sous. Je crois, là, c'est quelques dollars, c'est pas grand chose, là, dans cette transaction-là. Mais c'est ça. Écoute, défenseur de 33 ans, quand même de l'expérience, qui amène ça. Écoute, ça sera pas, je le prendrai pas dans mon pool. Je pense pas qu'il y a grand monde qui va le prendre dans son pool. Mais c'est ça, c'est un bon échange hockey. Je pense que c'est un peu ça le point. Puis c'était ça l'objectif de Stéos, qui a mentionné qu'il y avait eu peut-être d'autres options d'échanger contre les choix des jeunes. Mais c'est pas ça qu'il recherchait, c'est un échange hockey dans la situation. Puis honnêtement, je suis complètement d'accord avec ça. On dit souvent, les défenseurs, si on les remarque pas sur la glace, c'est bon signe. Moi, Nick Johnson, là, j'étais tellement peu conscient de son existence dans la Ligue nationale de hockey. Je t'avoue que j'avais... Voilà. Prochaine transaction, on a fait signer David Perron. Et ça, je veux faire une petite mention honorable à Jean-Philippe Fortin, qui avait pas prédit, mais je sais pas si tu te souviens, d'à peu près 2 ans passés, peut-être 2 ans et demi passés, tu avais fait des transactions potentielles pour les Sénateurs. Puis une de tes transactions, c'était l'acquisition de David Perron. Je m'en souviens. Et 2 ans et demi plus tard, les Sénateurs font l'acquisition de David Perron. Je suis un visionnaire. Ouais. On est content de ça? C'est sûr que dans l'optique que Stéos parle aux médias, va amener de l'expérience, va amener du vécu dans son alignement. Je pense que David Perron fait du sens d'avoir ce gars-là dans la formation. Là, ce que j'ai vu sur Twitter, c'est que le 4 millions grince des dents un peu pour plusieurs. Mais, tu sais, je me dis, si on lui donnait pas 4 millions, est-ce qu'il aurait signé à Ottawa? Peut-être qu'il y aurait d'autres offres à terre. Pour moi, je pense que t'es pas mal pris à avoir un David Perron dans ton alignement. C'est juste un bonus de plus d'avoir ce gars-là. Parce que je pense que ça peut être un beau complément sur un premier. Si t'as un dépannage à faire, tu peux le mettre sur le premier, tu peux le mettre sur le deuxième. Un bon gars de 3e trio, tu peux le mettre en powerplay. Parce que c'est un bel atout d'avoir ce gars-là dans son line-up. Qui remplace à peu près le contrat de Mathieu Joseph un peu. C'est mon gros problème, ça, avec cette ceinture. Mais beaucoup plus complet, je pense, qu'un Mathieu Joseph qui est peut-être... Je suis pas d'accord. Peut-être plus unidimensionnel. Il y a de la vitesse. J'ai eu bien plus offensif que Mathieu Joseph. Ouais. J'ai bien la misère à donner 4 millions de dollars par année à David Perron puis d'échanger Mathieu Joseph des peanuts parce qu'il fallait qu'on signe Shane Pinto. Moi, je pense que la signature de Mike Amadio, c'est... regarde, puis Noah McGregor aussi ou McGregor. Non, parce que tu dis que David Perron, ça fait un non-sens parce qu'on a donné pour des peanuts Mathieu Joseph. Salaire équivalent, Mike Amadio gagne 300 000 de moins. Je pense que c'est un salaire... C'est un autre. C'est questionnable, c'est Mike Amadio, là, mais... Moi, je pense pas que les 2 signatures ont un lien un avec l'autre, parce que ça a été quand même la première signature de la journée, ça a été ça. Puis honnêtement, je pense que c'est exactement ce que les Sénateurs avaient besoin. Puis des fois, en ce moment, je parle même pas de ce qu'ils avaient besoin sur la patinoire. Je pense que c'est un gars qui amène tellement un leadership qu'on a parlé qui manquait en fin de saison. Le mot leadership est revenu dans la bouche de tout le monde, tous les joueurs, les membres d'organisation, c'est ce qui manquait. Écoute, un David Perron qui a remporté des Coupes Stanley, qui a dû faire face à pas mal d'adversité,
rentré, du bûcher pour justement, écoute, il a passé d'être scouté dans du hockey libre, puis 3 ans plus tard, t'es dans la ligne repêché en première ronde dans la Ligue nationale. Écoute, c'est un gars qui a vécu par toutes les étapes, puis que ça fait plusieurs années, a passé près, là, quand il s'est promené un peu Edmonton, Vegas, Pittsburgh, on pensait que c'était peut-être la fin de sa carrière, s'est relancé à Saint-Louis, après ça à Détroit, donc vraiment connu, c'était quoi, gagner la Coupe Stanley, va apporter un leadership manquant, honnêtement, là, qui a un trou béant dans ce leadership-là, dans ce vestiaire-là. Puis écoute, quand on regarde ses statistiques, il a bien beau avoir 36 ans présentement, c'est un gars qui a quand même qui réussit à récolter des points, là. Et écoute, 47 points l'an dernier, il y a à peu près, quand on regarde ses moyennes des 2-3 dernières années, tout dans l'entour du 50aine de points, pour 4 millions par année pour 2 ans, pour un gars qui apporte des intangibles importants, une façon de jouer, une façon de travailler, une façon de faire. Écoute, des fois, on est peut-être bloqué aussi à ça, de regarder sur papier qu'est-ce que ça a l'air, mais quand on connaît un peu le derrière, ce que le joueur apporte comme intangible, c'est important dans une équipe. Puis c'est ce que, quand il est arrivé à Détroit, là, depuis son arrivée à Détroit, ben écoute, les Red Wings, ça s'est allé en augmentant. Ça a été un joueur très, très important dans cette façon-là de passer à la prochaine étape, un peu comme les Sénateurs l'ont fait. Les Red Wings ont voulu faire la même chose, en a signé des vétérans, en faisant des grosses acquisitions. En a fait partie. Écoute, moi je pense que c'est un salaire très raisonnable pour un joueur qui apporte un peu de tout. Puis écoute, c'est sûr que c'est pas un marchand de vitesse. Puis je pourrais en parler tantôt de la vitesse, parce que quand on aura fini un peu de différents trucs, de parler de toutes les signatures, mais écoute, c'est un point qui me laisse un peu sur mon appétit présentement quand je regarde l'animé des Sénateurs. Beaucoup. OK. Est-ce que t'es pas d'accord du fait de signer David Perron ou c'est le salaire qui te tracasse? Un peu des deux. Un peu des deux, OK. Ouais, effectivement. J'ai eu de la misère avec le salaire, j'ai de la misère à me départir d'un joueur comme Mathieu Joseph qui est un marchand de vitesse, puis là on regarde l'alignement puis on dit il manque de la vitesse. Mathieu Joseph, il peut jouer 1, 2, 3 sur les troisièmes trios. Je pense à un joueur qui était bien aimé de tout le monde. Ouais. J'ai la misère à voir le partir. Puis si on regarde de le signer puis garder David Perron, tant mieux. Fait que ça veut dire pourquoi on signe Michael Amadio dans ce cas-ci. Tu sais, cette partie-là, je l'ai pas compris. Moi, j'ai beaucoup de difficulté à accepter le fait qu'on s'est départi de Mathieu Joseph pour absolument rien. Mais écoute, 4 millions pour un gars de 50 points qui a prouvé qui apporte un leadership, tout ça. Écoute, c'est pas tant que ça. Là. Je sais. Surtout que c'est 2 ans. Si on avait voulu donner 3-4 saisons, son salaire aurait été moindre, mais on n'était assurément pas prêt à s'embarquer dans ce genre de contrat-là avec un joueur de 36 ans. Mais écoute, 4 millions, je trouve que c'est quand même assez raisonnable dans le contexte. Puis ça entre quand même assez bien au niveau de l'échelle salariale que les Sénateurs ont présentement. Mais comme tu as dit, c'est sûr que, mais je pense pas qu'il y a un lien entre les deux, mais je pense que t'es peut-être un peu plus frustré de voir le départ de Joseph contre absolument rien que de la signature de David Perron. Là. J'ai aussi beaucoup de difficulté à savoir comment ça... J'imagine que ça va passer comme dans le beurre, là, mais je veux dire, l'incident Zou puis David Perron aussi... Ils en ont parlé. Ouais. Ils en ont parlé. Ouais. Il s'est fait questionner. C'est Ian Mendes qui a questionné ça. Puis ça a l'air qu'en blague, Michael Lauer aurait lâché un genre de première journée du 4, ils essaient un à côté de l'autre, ils vont régler leur problème. Ça va être fini après. Il embarque pas sur la glace tant que c'est pas réglé. Fait que, ouais. Tu sais, honnêtement, le geste sur Artem Zoub, tu sais, Perron, on s'entend quand tu regardes les reprises, il s'est trompé de gars. C'était comme pas le bon joueur. Puis ça a été un peu, il a probablement vu noir. Puis tu sais, il a purgé sa peine. David Perron, ça n'a pas été un joueur qui a été reconnu. Il est assurément pas reconnu pour son côté physique, puis assurément pas reconnu pour ses côtés salauds non plus dans sa carrière. Fait que je pense que c'est un incident isolé, mais c'est sûr que la question a été posée dans le point de presse. C'était sûr que personne n'allait pas garder ça sous silence bien longtemps quand même. Je veux dire, si je peux me permettre, Mathieu Joseph, vibe incroyable. Oui. Ses parents, adorables. Ouais. Mais la réalité, c'est que la saison passée, il y a eu un bon début de saison, mais après ça, ça s'est beaucoup calmé. La saison d'avant... Sa meilleure saison de carrière, c'est l'année passée. En plus. Mais ça s'est passé en première demi-saison. Oui. La saison d'avant, ça n'a pas levé bien. Non. La saison d'avant, on a eu un petit glitch à la fin de l'année, mais ça, on le voit souvent, un joueur qui est dans une nouvelle organisation, il est craqué, il veut faire son chemin, il y a du succès en fin de saison. Saison prochaine, on découvre le vrai joueur. Pas prêt à dire qu'il a tout cassé à Ottawa, là. Je suis pas prêt à dire qu'il a tout cassé dans sa carrière à date, malheureusement. Oui, il y a 2 coupes cette année à son actif, mais... C'est pour ça que Puis, est-ce que Travis Green a eu son mot à dire là-dedans, voulant dire faites pas dans le mon genre style de joueur que moi je veux dans mon équipe. Puis oui, il y aurait peut-être eu de la place pour garder tout le monde,
Mais là, tu commences la saison encore, puis tu n'as aucune marge de manœuvre, tu n'as aucun jeu que tu peux faire, tu peux plus aller signer des petits contrats de 750, d'1 million à quelque part à gauche puis à droite quand tu en as besoin. Peut-être que ça a été un impact aussi. Oui, déçu de le voir partir, j'aimais beaucoup le gars, mais je peux pas dire qu'il remplissait la production qu'on s'attendait de lui dans le temps qu'il était à Ottawa. Ça fait quand même mal de perdre sa vitesse. Oui, je pense que c'est ça l'élément le plus important qu'il apportait. C'est une polyvalence puis une vitesse qui est dure à trouver. Puis je sais pas à quel point on va pouvoir le remplacer. Il paraît que Gregor, c'est de la vitesse de Formenton, là. C'est dans le même genre. Là. Oui, c'est sûr que c'est un joueur qui a prouvé être rapide, mais c'est ça. Écoute, voyons voir s'il va être capable de se glisser là. Mais c'est sûr que de le perdre pour rien, je pense que c'est ça qui fait mal. Puis en plus, pas de pour rien, il a fallu que tu donnes quelque chose pour pouvoir t'en débarrasser, ce qui fait encore plus mal dans le contexte où est-ce que tu sais que les sénateurs, des éléments, des actifs, des munitions, c'est pas ça qui pleut. Mais c'est ça. À un moment donné, quand le monde se garoche pas sur tes joueurs, ça t'ouvre les yeux sur leur valeur aussi un peu. Là. Ouais, exactement. Mais pour le gars, tout finit bien. Ça va à Saint-Louis avec son frère. Ah, 100%. C'est un scénario idéal. Tellement content pour eux autres. Ouais. Les parents vont pouvoir porter le même chandail. C'est sûr que je les attends. Là. J'ai hâte qu'ils passent à Ottawa parce que c'est sûr que je vais essayer de demander une entrevue, essayer de voir un peu comment ça va se passer là-bas. Tu sais, j'ai pas regardé encore le calendrier c'est quand leur première visite, mais c'est sûr que je vais essayer de pouvoir faire quelque chose avec les deux frères, voir un peu comment ça se passe là-bas à Saint-Louis parce que tu sais, ça reste qu'ils n'ont jamais eu la chance de jouer ensemble vraiment dans leur carrière, même depuis qu'ils sont jeunes. Fait que écoute, ça va être le fun. Puis écoute, à Mathieu Joseph de faire mentir les sénateurs puis de connaître une bonne saison là-bas. Écoute, la balle est dans son camp. Quand il y a des situations comme ça, tu peux pas être plus motivé que ça. Deux joueurs dont on n'a pas parlé mais qui ont un peu subi un sort similaire dans le sens où on a juste décidé de les laisser aller pour pas grand-chose. C'est Parker Kelly et Eric Brandstrom. Est-ce qu'on pense que c'est deux joueurs qui fitaient aussi juste pas dans le style que Travis Green recherchait? Je suis pas allé sur Parker Kelly rapidement. On avait peur de l'arbitrage. Les sénateurs, c'est ce qu'ils avaient peur. Il y avait accès à l'arbitrage, il y avait peur qu'ils signent pour aller en arbitrage et aurait gagné. C'est le mot d'ordre, le mot ce qui se passait, c'était il aurait signé en arbitrage et aurait gagné, aurait signé un salaire un peu dans les environs peut-être d'Amadio, quelque chose comme ça, peut-être 1,5 million, quelque chose comme ça. Donc dans ces, fait que c'est ça la qualité. Puis on a mentionné aussi qu'on le laissait aller parce que il était bon dans tout, mais il était pas excellent dans rien. On cherchait peut-être une certaine qualité, mais c'était un joueur fort sympathique qui était apprécié de tous les journalistes, de tous les coéquipiers, donc c'est sûr, ça fait mal de voir partir, puis ça fait mal surtout de savoir qu'il est allé signer 1 an, 875 000 à Colorado. Et tu te dis, on aurait-tu pu avoir ce montant-là à Ottawa, peut-être, mais que je pense qu'il rentrait peut-être pas dans le cadre que les sénateurs voulaient créer. 2 fois gagnant du trophée Jonathan Pitre aussi d'ailleurs, pour le joueur le plus travaillant du camp des recrues, si je ne me trompe pas. C'est vrai. Eric Brandstrom, très, 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 très controversé, mais en même temps, beaucoup de gens se demandent pourquoi. Là. Maintenant, tu sais, au final, on aura c'est une secte, Eric Brandstrom, là. Au final, on n'aura eu rien pantoute pour Mark Stone, avec Sokolov qui est parti aujourd'hui. Donc, Eric Brandstrom, on se dira ce qu'on voudra. On voulait que ça fonctionne. Les partisans, l'organisation, on lui a donné des chances. Malheureusement, il était derrière à gauche Sanderson en cours de route puis d'un Chabot. Jamais été le défenseur que Dorion nous a vendu puis que c'était le plus beau jour de sa vie. Il vivait sur du temps emprunté. Puis malheureusement, il était en overtime depuis 2 ans. Fait que là, c'était une bonne chose à une fin. Puis c'était ça. On parlait de fit tantôt, de transactions. Un peu, tu sais, la check-in de Brincat. Je pense que c'est exactement le même genre de transaction dans le sens où c'était pas oui, c'était un joueur que tu fais OK, mais c'est encore un joueur que la position, le fit avec l'organisation des sénateurs était pas bon. C'était tout simplement pas bon. Écoute, on est allé le chercher. Ça, c'était avant qu'on fasse la question de Jake Sanderson, si je me souviens bien. Mais ça reste que peu après, on a repêché Jake Sanderson. On avait quand même déjà un Thomas Chabot. Donc,
Puis tu sais, Thomas Chabot et Eric Branson, de la façon qu'on nous l'avait vendu, c'était un genre de Thomas Chabot un peu plus petit physiquement. Là, tu sais, c'est un autre défenseur offensif. Donc, écoute, c'est comme si le Canadien allait chercher un deuxième Lane Hutton. Tu sais, c'est comme un peu dans un sens où il n'y a pas nécessairement de la place pour deux défenseurs comme ça dans un alignement. Surtout que c'est deux joueurs qui vont commander des temps de glace ou des responsabilités similaires. Puis c'est ça qu'on n'a pas pu lui donner à Ottawa, des responsabilités ou du temps de glace comme il l'aurait peut-être mérité pour un défenseur offensif. On l'avait déjà, il y avait déjà Thomas Chabot. Là, on a un Jake Sanderson qui est passé devant lui dans la hiérarchie. Donc, quand on parle de fit, je pense que c'était vraiment ça. Le fit était juste pas bon, puis ça a joué avec son développement. C'est sûr, écoute, on l'a fait jouer un peu le yo-yo entre Belleville et Ottawa pendant quelques temps. Après ça, à Ottawa, comme défenseur de soutien. Écoute, comme un joueur qui était vendu pour être quelque chose d'offensif ou d'avoir des opportunités, s'il les a pas nécessairement n'a pas eu peut-être les outils pour le faire, ben c'est dur aussi de blâmer. Je pense que là-dedans, l'organisation a sa part de blâme, le joueur a sa part de blâme, mais comme j'ai dit, je pense que dès le départ, le fit était peut-être pas, ou il est devenu rapidement qu'on a compris que c'était pas la bonne place pour lui quand on regarde l'échiquier puis ce qu'il y avait déjà en place. Ben aller dans une autre formation où est-ce que ils ont pas de défenseur gaucher un peu de ce style-là, genre quand on a parlé tantôt des Capitals de Washington, qu'à gauche c'est plus mince, que à droite on avait John Carson, avait d'autres choses, mais qu'à gauche on avait pas grand. Tu sais, tout est une question souvent de timing ou de fit. Puis je pense qu'avec Ottawa, il était tout simplement pas bon. Puis il était temps de tourner la page. Honnêtement, je pense que c'était ça. Il était temps de tourner la page, autant pour lui qui peut aller avoir une opportunité ailleurs, autant pour les Sénateurs de tourner la page sur Eric Brandstrom, tout simplement. Et que ça va au Colorado avec Parker Kelly. Les deux grignards. Voilà. Finalement, la cerise sur le Sunday, Shane Pinto a signé un contrat. Il n'y aura pas un joueur qui sera en contrat pour commencer le camp d'entraînement. Contrat Pont. On est surpris? Non, c'est ça qui fait du sens, ouais. Parce qu'on s'était fait dire par certains... Je ne sais même pas comment les nommer, que la chicane était pognée, qu'il voulait être échangé. Les influenceurs. Ouais, c'est ça. Fait que... Je pense que ça a été une tactique de négociation, moi, plus que d'autres choses. Je pense que ça a été ça aussi. On a voulu peut-être utiliser certaines affaires de, écoute, si vous voulez pas nous autres nous accommoder, nous autres, écoute, l'an passé, on peut jouer cette carte-là dans le sens où il n'y avait pas de signé de contrat avant le camp d'entraînement. Et ces autres, je pense pas que ça leur dérangeait de recommencer un peu dans le même processus. Donc, je pense que vraiment plus c'était une tactique de négociation que d'autres choses dans ce dossier-là, de la demande de transaction. On a été clair un peu d'un côté comme de l'autre. Je pense que ça a été simplement ça, là, une petite façon de trouver une façon d'aller grappiller un peu de dollars ou du terme ou des montants, mais écoute, je pense que ça a été un peu ça. Je pense qu'il y avait pas... Quand j'ai vu la nouvelle passer, j'étais plus ou moins convaincu parce que c'est ça. Souvent, c'est dans ces genres de situations-là, on essaie d'utiliser comme levier pour faire plier un côté comme de l'autre, puis ça a fini par fonctionner un peu, ou on a fini par s'entendre. Moi, j'aime bien le average du contrat à 3,75. J'aimerais pas qu'on tombe dans l'excessif puis qu'on parte en peur avec Pinto. Parce que là, je voyais ses réseaux sociaux du 5 puis du 6 millions à ce gars-là. Je trouve que l'échantillon est encore trop mince pour donner ce genre de contrat-là. Fait que le 3.75, je trouve ça parfait. 2 ans, reste à voir comment il va gager avec ça. Puis ça peut devenir un no-bin dès cette année, je pense. Il n'atteint pas l'éligibilité complète à la fin de son contrat non plus, donc il va être encore sous le contrôle de l'équipe. Pire des cas, c'est une offre... qualificative. Ouais, une offre qualificative. Puis il reste encore je pense encore 2 ans après ça. Fait que la question... Ça, c'est important. Ça, c'est très important. De pouvoir conserver ses droits comme joueur autonome avec restriction. Ouais. C'est très important. Puis du côté des Sénateurs, c'était assurément un des points clés dans cette négociation-là. On voulait pas aller trop long, justement, pour garder ça, parce qu'on regarde un contrôle, on regarde une mainmise très importante dans ce dossier-là. Fait que tu gardes moyen, semi-long terme en le signant court terme, tu sais. Fait que c'est une bonne gestion de la convention collective puis des actifs au bout du compte, là. Puis là, la question, c'est qu'est-ce qui va arriver avec Josh Norris? Est-ce qu'il va revenir en santé? S'il revient en santé, est-ce qu'il revient au centre? Est-ce que Pinto peut être le deuxième centre officiellement tout de suite?
C'est tout le genre de questions qu'on, je pense, on va pouvoir vraiment aller plus en profondeur à notre premier épisode de l'année. Est-ce que Pinto va donner son numéro à David Perron? Est-ce que David Perron va lui donner une montre? De ce que j'ai compris, il reprenait le numéro 22 parce que Perron prenait le 57. Ouais, mais attendez, là. C'est ce qu'on pense. Amadio est listé comme le numéro 22 sur la feuille. Voilà, c'est ça. Alors, il irait peut-être au 12, Pinto, qui l'a porté avant Alex DeBrincat. Être un partisan de Shane Pinto et vouloir un chandail à jour. Est-ce que vous avez vu passer le chandail de Sergachev? Ah oui, je l'ai vu. Oui. C'est sûr que vous avez vu passer ça sur Twitter. Les timestamps. Oui, exactement. Le timeline, là, c'est quelqu'un qui fait comme « Hey, je me suis enfin acheté un chandail de Mikhail Sergachev. Écoute, c'est mon joueur préféré, puis tout ça. » Puis honnêtement, peut-être 15 minutes plus tard, il était changé, là, genre. Puis là, il a juste marqué un commentaire de genre, il est comme, je vais tuer quelqu'un, genre, comme, tu sais, comme, il a rien, comme, tout était comme ça a vraiment fait le tour un peu, mais tu sais, c'est comme, tu sais, je pense qu'on peut appeler ça une erreur de débutant d'acheter un chandail en plein milieu des temps où est-ce il y a peut-être certains mouvements. C'était assurément pas dans l'air que Sergachev quitte, mais ça a quand même été drôle de voir ça, là, et que c'est un peu le même, si je te partie des sénateurs, j'attendrai quelques semaines avant de voir les numéros officiels, tout ça, avant de faire quelques transactions. Mais écoute, pour revenir sur Pinto, moi j'adore la signature. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Josh Norris, on l'a posé la question à Steos qui a dit qu'il était en ville présentement. Donc présentement, il est en ville pour suivre sa réhabilitation, faire des suivis avec l'équipe médicale, tout ça. On s'attend à ce qu'il soit prêt pour le camp d'entraînement. En tout cas, c'est l'objectif en tête. C'est toujours l'objectif qui est encore prévu. Donc écoute, voyons voir si tout va bien pendant l'été. On a vu des joueurs que, justement, des fois, il y a des ce qu'on s'est fait dire l'année passée. Ouais, exactement. Il y a un petit setback. Il y a un petit setback. Ça peut arriver, on n'est pas à l'abri, surtout dans des importantes blessures comme ça. Puis surtout que c'est pas ses premières blessures de c'est pas la première fois que ce genre de blessure-là. Donc, c'est sûr que des fois, ça prend encore un peu plus de temps. C'est un peu quoi faire aussi, mais des fois, ça peut être long. Des blessures, là, on n'est jamais. Puis c'est plus de savoir aussi, au-delà de tout ça, c'est quand il va revenir, parce qu'il va revenir un jour. Mais c'est comment il va revenir, dans quel état, dans quelle physique façon et mental. Exactement, comment il va être capable de revenir. Est-ce que ça va être le même Josh Norris qu'on a connu ou ça va être une version amoindrie en raison des blessures? Est-ce que ça va être une version améliorée qui va avoir la chance de bâtir physiquement tout ça? Exactement, tu sais. Mais c'est sûr ça va être un élément tellement important parce qu'au salaire qu'il commande, puis avec le nombre d'années qui reste, si jamais il fallait ça oui, exactement. S'il faut que ce joueur-là devienne un peu ton centre de troisième trio, écoute, ça peut terminer dans le sens où ça vient tout bousiller le plan, puis on met au vidange ou on doit le racheter. Ça va passer par là peut-être. Un peu en bas de tel âge aussi, je sais pas si c'est admissible, mais on peut ça peut être seulement le 1/3 du montant en bas d'un certain âge. Il y avait plusieurs personnes qui évaluaient ça avec dans le cas de Jesperi Kotkaniemi en Caroline, où est-ce que certaines que tu peux payer moins dans le rachat en bas des joueurs de 25 ans et moins, je crois, ou de certains, en tout cas, bref, c'est un peu des petits détails que je ne connais pas assez pour me prononcer exactement, mais écoute, c'est un peu le concept, mais moi, j'ai vraiment hâte de voir comment il va se présenter sur la glace à son retour. Si jamais il est capable de revenir en santé de la bonne façon, écoute, je pense qu'avec Pinto et Norris au centre, c'est déjà un excellent départ. On parle de qu'est-ce qui arrive si c'est négatif, mais au contraire, s'il revient et capable de produire, c'est un wildcard, c'est un X-Factor qui peut faire en sorte qu'on parle de série, là. À la Kirby Dak à Montréal. Puis quel autre joueur qui a eu 3 opérations à un jeune âge, à l'épaule, puis qui a gagné la Coupe Stanley par la suite? Tu vas nous le dire. Tarasenko a pratiquement la même histoire de blessure que Josh Norris dans ses premières années. Ça peut être ça comme histoire, on ne sait pas. Et si je ne m'abuse, Tarasenko, après sa dernière opération, sa prochaine saison, il était revenu avec une saison de 30 buts. Tabarnouche. Bon, ben. Donc, gardez ça pour vos bold predictions, déjà. Écoute, je m'en vais mettre de l'argent là-dessus, c'est ça. Dernière question. Ce segment présenté par Bet99. Dernière question. Est-ce que Steve Theos a terminé? Et non, ça va être des mouvements, qu'est-ce qu'il reste à faire? Faut pas y avoir des trous. Minimal. Il reste plus beaucoup d'argent à jouer avec. Peut-être des échanges. Personnellement, je regarde le line-up. Je vois encore un trou. Ça dépend de quelle chaise qu'on donne à certains joueurs. Ça dépend de la situation de Norris aussi. Ça va dépendre des Crookshank et Ostapchuk. Il manque un gars sur le bottom 6.
Puis, clairement, moi, je commence pas l'année avec un JBD ou ben Monique à droite, là, sur sa troisième paire. Fait que moi, je pense que ça prend un vétéran, soit à gauche ou à droite, là, qui peut prendre des minutes un peu sur sa troisième paire pour jouer avec Cleveland. Qui? Tyler Cleveland. Clevens. On t'a jamais repris, Fortin, parce qu'on trouvait ça cute. Que tu disais mais Clevens, il a été questionné, justement, Stéos, là-dessus, puis il a dit que, tu sais, il a pas voulu mettre de pression sur le jeune, mais ils s'attendent à ce qu'il fasse partie de la prochaine édition des Sénateurs. C'est pas mal déjà clair que Clevens va faire partie des 7 défenseurs, 6 ou 7 défenseurs, tout dépendant quel format on va vouloir aller. C'est pas mal assuré, là. Écoute, il disait qu'il se présente au camp d'entraînement avec un poste à perdre plus qu'un poste à gagner. OK. C'est même pas qu'il cogne à la porte, c'est qu'on s'attend à ce qu'il fasse partie de l'alignement. Ouais, on s'attend à ce qu'il fasse partie de l'alignement partant. Okay. Probablement sur la troisième paire. Pour que Brandstrom quitte. Exactement. Ça a été un peu ça aussi l'explication de on a un jeune qui pousse, qui va pouvoir prouver, surtout avec un contrat moindre, va gagner un peu moins d'argent. Mais c'est sûr que c'est ça, d'avoir Harmonic puis un JBD sur la troisième paire, écoute, à droite, c'est pas nécessairement l'idéal, mais écoute, est-ce qu'Harmonic peut faire le même travail qu'il a fait avec Jake Sanderson? Potentiellement, mais écoute, je pense que les deux premiers défenseurs à droite, ça va être Zub et Jensen. Oui. Après ça, par la suite, ça va être entre Jacob Bernard-Docker et Travis Harmonic pour le troisième poste à droite. Fait qu'Harmonic je pense qu'il va y avoir une rotation. Harmonic à droite avec Cleven pour le matcher un peu, puis pour un peu faire le même. Parce que Jake Sanderson en a parlé plusieurs fois, là, comment Travis Harmonic était important pour lui quand il est arrivé dans la Ligue nationale. C'est peut-être là-dessus que les Sénateurs comptent un peu encore. Quand on parle de bons vétérans, comme David Perron, tout ça, on sous-estime souvent, puis on salue Derek Brassard, écoute, qui a pris officiellement sa retraite. Dans les dernières, depuis qu'il a quitté, là, dans le fond, depuis sa blessure qu'il a mis finalement fin à sa carrière, écoute, depuis ce temps-là, on entend souvent son nom, que son leadership était manqué. Ouais. Il manquait un joueur comme Derek Brassard. Mais quand les gens de l'extérieur, on voit Derek Brassard, pour la chose qui a été le plus reconnue, c'est d'avoir été échangé contre Nikos Zibanejad. C'est un peu malheureusement le fardeau qui va traîner pour le reste de ses jours, mais ça reste que son leadership, les intangibles, les choses qui amènent dans une équipe, les petits détails qui forcent les autres coéquipiers à être meilleurs, ce qu'un certain Claude Giroux fait aussi à l'entraînement, je l'ai vu à l'œuvre cette année, écoute, niveau compétitif, là, écoute, dans les entraînements, je l'ai vu casser des bâtons de ses coéquipiers parce que de frustration ou d'intensité, écoute, j'en ai vu, là, tu sais, c'est justement des choses comme ça qui apportent des intangibles, qu'on parle que ça se voit pas sur les feuilles de pointage, ça se voit pas dans les statistiques avancées, mais ce qui apporte à une équipe, c'est tellement important. Puis je pense que c'est un peu ça que David Perron apporte, des choses un peu externes, mais c'est ça, on manquait de leadership, puis je pense qu'un Travis Harmonic ou des joueurs comme ça, on a eu des rumeurs de rachat, il y en a même qui avaient sorti, là, certains journalistes qui s'étaient avancés en disant que Travis Harmonic allait être racheté, finalement n'a pas été racheté. Je pense qu'on n'économisait pas assez d'argent pour le coût, puis je pense qu'un défenseur, écoute, si on enlève la brigade défensive, ça manque d'expérience aussi, là. On va avoir Jacob Bernard-Docker, Clevens, Chabot, Sanderson, Zub, puis Jensen. Écoute, c'est pas la brigade défensive la plus expérimentée. Donc, d'avoir un Travis Harmonic comme bon vétéran de réserve qui est capable de passer son tour à l'occasion, écoute, je pense que ça peut pas nuire au salaire qu'il commande présentement. Je pense qu'on a réussi en 1h40 à faire du sens présentement chez les Sénateurs d'Ottawa. Si vous n'êtes pas d'accord et que vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous êtes d'accord, dites-nous-le aussi. Dites-nous ce que vous en pensez. Zachary, merci d'être joint à nous. Merci vous. Je me suis un peu évité aussi avec les petites blagues sur Twitter. C'est parfait. Écoute, j'étais en train de regarder le match du Rouge et Noir d'Ottawa sur la galerie de presse. Puis là, j'ai vu un peu votre petit message. Donc, je me suis dit, écoute, pourquoi pas aller me joindre à vous et aller jaser des Sénateurs. C'est toujours le fun. Surtout que je baigne dedans depuis les dernières semaines. Écoute, ça n'a pas de sens. Comment ils m'ont donné du travail et que j'ai travaillé. Disons que depuis mon retour de vacances, là, j'ai travaillé tous les jours. C'est pas compliqué. J'ai travaillé de lundi dernier là,
jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas une journée de congé. Là. Donc, écoute, c'est vraiment à cause des sénateurs, ils me donnent beaucoup de travail, mais c'est toujours un plaisir. Puis il reste, quand on peut, un petit mot de la fin, il reste 3,6 millions à peu près aux sénateurs d'Ottawa pour manœuvrer au cours des prochains temps. Fait qu'écoute, voyons voir ce que Steve Staios nous sort, peut-être d'autres lapins de son chapeau, mais je m'attends pas à des coups de circuit d'ici le prochain camp d'entraînement. Je pense qu'on va voir un peu comment les choses vont aller, puis on va partir de là, puis se garder un peu de marge de manœuvre, ce qu'on n'a pas eu depuis longtemps à Ottawa. Mettons. Exact. Donc, Zach, on peut continuer à te lire dans le droit cette année avec ton collègue Julien Paquette ou couvrir le droit. L'année passée, tu nous disais que vous partagez un peu les sénateurs. Est-ce que c'est encore le cas cette année? Ça va peut-être être encore le cas. Écoute, on a comme débuté un peu sur les chapeaux de roue en plein milieu de la saison. Voyons voir comment ça va aller. Écoute, on a une nouvelle équipe professionnelle, les Black Bears, les ours noirs, justement, qui s'ajoutent. Puis en plus, il y a l'équipe de soccer féminine qui va s'ajouter au printemps. Donc, écoute, des équipes, la tâche s'ajoute encore. Mais puis en parlant des ours noirs, ils ont un joueur, Jeff Teat. Si vous avez peut-être googlé, là, c'est une machine. Là. C'est des joueurs que ça fait plusieurs années qu'ils gagnent des titres les plus utiles dans la ligue. Tout ça, c'est une grande vedette. Puis il s'en vient à Ottawa. Donc, écoute, c'est un... Écoute, je sais pas, je sais que demain les sénateurs puis les Black Bears font un petit entraînement hors glace. Les jeunes recrues s'entraînent avec des joueurs des Black Bears pour certains entraînements un peu de cross, etc. Tout ça. Écoute, c'est sûr que ça peut pas être mauvais pour la coordination main-œil, tous certains petits détails. Quand on parle de multisport, là, que les jeunes je vais pratiquer plusieurs sports, je pense que là, ça va être une belle façon de faire puis une belle façon de les voir à l'œuvre. Mais c'est ça se passe demain au Sensplex. Mais écoute, c'est ça, une belle collaboration. Puis de toute façon, c'est un peu sous la même entité du Centre Canadian Tire, de l'organisation des sénateurs. Présentement, l'équipe de la communication, c'est les mêmes pour les sénateurs que pour les Black Bears. Donc, on est en pleine transition, mais c'est sûr que ça va me faire plaisir de venir en jaser. Même moi, il faut que je me penche un peu là-dessus au cours des prochaines semaines. Mais disons que les sénateurs m'ont pas laissé trop de temps. Ils voulaient toute la temps. Mais c'est juste de voir que les sénateurs s'impliquent avec d'autres équipes professionnelles de la région. C'est du pas vu depuis des années. Là. Puis j'ai aussi entendu, puis j'ai même eu des confirmations que Andlauer a fait un tour au Centre Slush Poppy cette année pour parler avec certaines personnes des Olympiques de Gatineau. Je pense que même Phil, il peut le confirmer, justement, Pascal. Donc, écoute, il y a eu quelques discussions. Je pense qu'il y a une certaine ouverture de créer quelque chose, une certaine communication, entraide. Tu sais, je sais pas de quelle façon tout ça va s'orchestrer, mais je pense que ça peut être que positif si les sénateurs peuvent pas parrainer certains trucs, mais si ils peuvent s'aider entre eux autres, puis justement, écoute, s'aider, je pense que c'est les partisans qui vont en être gagnants, puis ça va être la communauté aussi en général qui va être gagnant s'ils font des projets communs, des projets le fun, des différents événements pour la communauté. Écoute, je pense que c'est ce que les gens veulent dans la région. On a du sport professionnel en masse. Je pense que c'est le temps de le montrer, puis justement qu'ils sortent un peu de leurs différents matchs, puis de venir voir un peu les gens, parce que c'est ça, écoute, mais ça demeure que le meilleur façon de marketer ton équipe, c'est la victoire. Wow! C'est belle parole. Puis d'aller chercher des auditeurs pour ton podcast, ça prend des victoires. Et voilà. Toi, Pascal, tu continues dans le local sportif cette année? Oui. À partir de quand, ça? Normalement, on n'a pas la date exacte encore, mais cette année, on a commencé en octobre. Je m'attends que ça va peut-être commencer plus tôt. Salut mon bon ami Yannick Saint-Denis. Ben oui. Très bons amis. Exactement, oui. Il est avec nous régulièrement. Puis le tour des stations de radio. J'attends mon invitation à la poche bleue. Ça devrait s'en aller bientôt. Et là là. JP? Yes. JP, c'est tout? Moi, on m'entend pas nulle part dans la radio. J'attends mon invitation à Kick FM à Chicoutimi. Je pense pas que je vais recevoir un appel. Mais sait-on jamais. Ah, mais appelle-la, toi. Laisse-le pas le choix. Fais comme moi, ça marche. C'est ça. Aujourd'hui. Puis Stu, on peut le suivre dans les rues de Montréal où il s'entraîne pour son marathon. Si vous voyez quelqu'un courir vite avec des lunettes et une moustache, c'est Stu. Et Stu a surtout hâte de finir l'épisode pour aller décoller son air climatisé. Son air climatisé. Stu du pinch. Puis écoute, on salue JP Forge justement qui lui aussi va se transformer en papa marathonnier parce que quand madame va dire on s'en va à l'hôpital, tu n'auras jamais couru aussi vite de ta vie. 100%. D'un instant à l'autre. Et puis, ben voilà, nous,
On retourne en vacances. On retourne en vacances. Oui. On va revenir à temps plein avec notre horaire régulier autour du mois de septembre, mi-septembre, quand les camps d'entraînement officiels recommencent, quand tout ça recommence. On va être de retour à chaque semaine. Suivez-nous sur les médias sociaux. Tout ça, on va donner des nouvelles. Tu peux vous abonner, labrigadepodcast.ca. Puis si vous avez aimé ça, parlez-en à quelqu'un. Monsieur, est-ce qu'on a un mot de la fin pour cet épisode exceptionnel? Fini le Country Club. Ça Fini prend le des country club. victoires. À soir, je veux une victoire. Et là là. Il y a bien du monde ici à soir. Yes. Non, c'est ça. On va avoir le temps de parler de la prochaine saison en septembre. Ça va être le fun, mais on s'est fait la promesse qu'on s'énervait pas. Oh, Exact. Le mot de la fin, Yakemchuk. Yakemchuk. Ouais. Et comme on dit à la brigade, au pire, l'année prochaine. toujours l'année prochaine. Toujours l'année prochaine. C'était donc la brigade, le premier podcast francophone qui traite des sénateurs et du hockey dans la région d'Ottawa-Gatineau. On se voit en septembre.